Bonjour, bienvenue sur One Shot, nouvelle vidéo sur la chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit journal du mois mars 2026. Rappelez-vous, on en avait fait un pour janvier, on vous avait dit qu'on en referait un nouveau tous les 2 mois. Et bien, chose promise, chose due, on se retrouve, moi et Gorgor, aujourd'hui pour vous parler de la chaîne et des critiques. Bonjour Gorgor, Bonjour Amae, bonjour à tous et toutes. comment tu vas Gorgor? Ça va bien, les parties s'enchaînent, les jeux se lisent doucement. Je continue à découvrir de nouvelles choses et je prévois sous peu diverses critiques qui vont arriver. Mhm. Tu as encore le temps de lire beaucoup malgré les études, malgré ton planning chargé? Alors oui, j'en profite le soir pour lire beaucoup justement, mais voilà, moins qu'avant et je joue moins qu'avant aussi, mais j'arrive à concilier les deux. D'accord. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Donc, une belle critique qui arrive sur One Shot. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce journal. On l'avait déjà expliqué pour la version précédente, mais on va le rappeler. Le principe ici, ce n'est pas de faire l'actualité du monde rôliste. Il y a d'autres chaînes qui sont mieux connectées que nous, qui le font mieux que nous. Donc, nous, dans cette petite émission, ce qu'on prévoit, c'est de parler de la chaîne essentiellement, donc de faire l'actualité de la chaîne. On a fait un peu évoluer la formule parce qu'on aura d'abord une section actualité, on aura ensuite une section, si on fera les retours sur nos critiques, les critiques qu'on a fait l'un l'autre, d'accord? Et à la fin, il y a quelque chose de nouveau qui sera dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on va avoir une nouvelle rubrique où on parlera des jeux, d'autres jeux, dont on ne pense pas avoir le temps de faire des critiques, mais qu'on a lus, qui nous plaisent, qu'on a envie de mettre en avant. Souvent des jeux peut-être un petit peu plus indépendants ou un peu plus amateurs peut-être, mais dont on aimerait, vous toucher un mot et vous allez voir ça, à la fin de cette vidéo. Du coup, ben, on va commencer en douceur, Gorgor, tu as fait quoi ces 2 mois? Tu as joué à quoi? Tu as regardé quoi? Alors, ben, un peu moins qu'avant, hein, là, je suis sur la fin de ma campagne de cartel. Honnêtement, ça finit en explosion, donc c'est très très sympathique. Il reste une séance à faire et ça va, comment dire, tourner dans le sens d'un film à la Michael Bay, hein, clairement. À côté de ça, je continue à jouer à Stone Top, donc le PBTA un peu rustic fantasy ou low fantasy, on va dire, qui est vraiment très très chouette. Euh, je viens de lancer 2 nouvelles campagnes, une de Weilborn. Ça commence vraiment bien avec beaucoup de tensions dramatiques sous-jacentes aux personnages, enfin, en tout cas, ça laisse présumer une tension dramatique entre les personnages dès le début. J'ai lancé une campagne de Spire, donc le soulèvement, comme ils ont traduit en français chez les barbus, mais j'ai pas utilisé le système de Spire, j'ai utilisé le système d'Everspark. On va voir ce que ça donne. On n'a pas encore joué, on a juste fait la session 0. Et j'ai peut-être à confirmer une campagne de soit Legends in the Mist ou de Pénombre qui va commencer. 2 jeux que tu aimes bien Et aussi. oui, tout à fait. Au niveau des jeux, je continue de temps en temps à jouer à Borderlands 4 hein, parce que c'est un de mes jeux coup de cœur. Je fais un peu de Tower Defense sur Kingdom Rush, mais j'ai plus trop le temps de jouer. Mmh. Et toi, de ton côté, je sais bien que tu fais beaucoup de one-shot, mais au niveau campagne, comment ça bouge et qu'est-ce que tu as découvert ces derniers mois? Bah, niveau campagne, je suis toujours sur, la campagne NOC, hein. On est à peu près à la moitié, peut-être aux 2/3, mais on en a au moins pour 2 mois, je pense. On joue toutes les 2 semaines, donc ça avance assez lentement. Et je commence à penser donc à ce qui va arriver après, et c'est décidé, je vais jouer la campagne MK Pharmakos de, la nouvelle campagne de Mehdi Sami, pour Chroniques oubliées contemporain V2. Alors j'ai de très grosses réserves sur, le système. Je ne sais pas si, je vais pas la hacker ailleurs, mais, je trouve la campagne, l'écriture, sa structure narrative vraiment très bonne. Il y a une vidéo qui va forcément arriver bientôt. C'est ce que j'ai prévu de lancer, après NOC pour mon groupe français parce que donc je sais pas si j'avais expliqué la dernière fois, mais en général, je joue plutôt, 75 de mon temps en anglais et j'ai un groupe français qui est, 1 week-end sur 2, un dimanche sur 2, le dimanche du coup. Hem, donc en français, c'est NOC et après ce sera MK Pharmakos et du côté, de mes groupes anglophones, alors
la dernière fois, je crois que j'avais expliqué qu'on était en train de voter pour la prochaine campagne qu'on ferait avec mon groupe fixe. Et un peu à ma surprise générale, ils ont voté pour Gradient Descent, qui est le méga donjon de Mothership, qui est sympa, mais pas très long. Et du coup, on arrive presque à la fin déjà. Et je suis en train de préparer le vote pour ce qu'on va faire après. Vu que j'enchaîne en français NOC et MK Pharmaco, je pense que je vais aller sur quelque chose de plus léger du côté anglais. Genre, je vais mettre Impossible Landscape de Delta Green de côté pour cette fois-ci. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, mais je pense qu'au vote, je vais proposer quelque chose comme Mutant Year Zero, peut-être Elysium par exemple, du Arctum Toulouse, du Dune, et peut-être le retour de Public Access qu'on avait commencé il y a 2 ans et qu'on n'avait jamais fini. Donc peut-être que je relancerai ça avec un groupe qui a plutôt évolué. Donc Ah, voilà. c'est peut-être un jeu sur lequel je ferai une critique sous peu, vu qu'il y a le financement participatif qui est sur la fin, il me semble. Ouais. Parce que moi, j'y ai joué, enfin, j'ai joué avec la version anglaise et la version française qui a déjà été traduite. Donc là, c'est vraiment une deuxième édition de Public Access qui arrive. Hmm. Ouais. Je Ou me une tâte aussi. édition améliorée, on va dire. Ouais. Je me tâte à pledger la nouvelle version parce que j'ai l'impression qu'elle est pas, elle change pas grand. Il y a rien de neuf en fait dans le bouquin de base, mais il y a le supplément qui est tentant et on peut pas le prendre en solo. Il faut forcément le prendre avec le livre de base. Et donc ça me tiraille. Je suis pas sûr. Effectivement. C'est une chose qui m'a fait tiquer sur la campagne parce que bah, j'ai acheté la version anglaise, j'ai acheté la traduction française. Hmm. Et j'ai pas envie de racheter la version anglaise juste pour avoir le supplément, donc j'ai fait l'impasse. Je l'avais fait pour The Between, j'ai acheté tout en physique en plus, parce que je voulais les jolis bouquins, mais Public Access, vu que j'ai déjà fait 2 campagnes, je me suis dit que j'allais passer mon tour. Ouais, je peux comprendre. Après, c'est quand même une expérience assez particulière. Et moi, qui justement, donc je t'avais expliqué hors live, on avait lancé la campagne, on avait fait 2 mystères, et puis il y avait un problème dans le groupe où une personne avait déménagé, devait déménager, et on a dû arrêter. Et c'était un peu triste, hein, ça nous plaisait, ça nous plaisait. Donc on va peut-être relancer ça. Après, comme tu le dis, C'est surtout un jeu, vraiment Public Access et tous les jeux qui découlent de Brindlewood Bay. En fait, c'est un jeu qui peut donner des histoires totalement différentes et des focus totalement différents avec le même matériel. Et moi, je l'ai vu, j'étais joueur dans une campagne et j'étais MJ dans l'autre. Et ça a donné mais quelque chose de totalement différent. Et on avait, je pense, au moins 2 mystères en commun. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très riche en matière d'expérience de jeu et de très diversifié avec pas grand-chose au final. Mhm. On avait parlé aussi la vision qu'on avait du Big Man, donc qui est un peu on va dire que c'est l'antagoniste. Enfin, c'est un des mystères principaux de la campagne. On avait une compréhension totalement différente de qui était cette personne. Moi, j'étais vraiment en mode Persona, le jeu vidéo. C'est dans cette direction que je me dirigeais. Toi, pas du tout. Mais non, en effet. Et sur les 2 groupes que j'ai fait, la vision du Big Man a été fort différente, alors que la base est la même. Et c'est vraiment comment les joueurs vont percevoir le personnage au travers des descriptions et des actions qu'il va prendre dans le jeu. On en reparlera peut-être plus tard. Bah, ça va dépendre si mes joueurs votent pour Public Access ou pas, hein. Il y a le choix à côté. Et justement, à côté, pas mal de one-shot, mais moins que d'habitude. J'ai moins joué que d'habitude ces 2 derniers mois. J'étais pas mal occupé en janvier. Je vais déménager bientôt. J'ai acheté un appartement. Enfin, je suis en train d'acheter un appartement. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Mais oui, il y a eu un peu les critiques qu'on a vues sur la chaîne, hein, du Shadow Dark, du Dark Space, Cyberdark, dont je parlerai bientôt. Paranoia, Inachevé, Lex Occultum aussi, que j'ai découvert. On va avoir l'Hôtel du Lion Rouge cet après-midi ensemble, hein. On va jouer, Tout à on va fait. tenter. Donc, pas mal de choses et pas mal de one-shots qui arrivent aussi, qui sont déjà planifiés. Donc, sans doute de futures critiques sur la chaîne. Et pareil, de mon côté, niveau en dehors du jeu de rôle, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait une petite partie de Citizen Sleeper, hein, le jeu vidéo, qui m'a bien plu. Vraiment, je retrouve pas mal de trucs qui sont réutilisables en jeu de rôle, hein. Donc, j'ai hacké toutes les illustrations, j'ai été chercher l'OST qui est vraiment parfaite pour du jeu de rôle. Euh, et en creusant un peu, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que l'auteur de Citizen Sleeper était aussi rôliste. Alors, un jeune, je veux dire, avec peu d'expérience, mais il joue aussi et il a sorti un jeu de rôle, je sais pas quand, mais récemment, un jeu de rôle solo.
qui est pas sur Drive-thru, qui est pas sur les plateformes classiques. Il est uniquement disponible sur son site à lui. Mais j'y suis allé, je l'ai acheté, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'arrivera un jour où j'en ferai une critique, hein. Ah, je serais intéressé parce que le jeu Ouais, m'a aussi également fort, fort plu. J'hésite encore à acheter le 2, hein, pareil. mais voilà. Il Il est faut que en j'aie le promotion. temps pour y jouer, il faut y consacrer quelques heures. Et je crois qu'il est à moins 40% actuellement ou moins 60, je sais plus. C'est un Je peu vais le aller jeter moment. un œil alors. Comment tu m'incites à l'achat? Mm. Mais après, c'est comme tout. À la base, j'avais envie de faire une critique de jeu solo par mois, hein. J'ai déjà toute une liste et finalement, tu vois, j'en ai pas fait depuis le tout début de la chaîne. Donc c'est un truc qu'il faudrait que je pousse un peu. Et il faudrait que tu envisages aussi de lancer une campagne de Substratum Protocol. Oui, tu m'as demandé ça. Oui, oui, campagne courte. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Et à côté, je dis que j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas regardé grand-chose non plus, mais il y a un truc dont je voulais parler. Vous allez me dire, c'est pas du tout, il y a aucun lien avec le jeu de rôle, et pourtant, j'ai enfin regardé la série Netflix La Diplomate, qui est je trouve une excellente série. Moi, c'est tout à fait mon style. Et j'en parle parce que en regardant cette série, je me suis dit, mais pourquoi on n'a aucun jeu de rôle de ce type? Ça m'a marqué à quel point nos jeux de rôle, en fait, ils tournent tous autour d'un même archétype d'histoire. Il y a forcément du fantastique, il y a forcément. Et on n'a pas ou très très peu de jeux de rôle qui permettent de jouer des intrigues politiques, des intrigues purement historiques. Enfin, non, on a peu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on a trop peu. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir se développer dans le jeu de rôle. Tu verras, un des jeux que j'ai choisi à la fin de cette vidéo, c'est justement pour aller dans ce sens-là, pour jouer autre chose que du fantastique, quelque chose de plus réel. J'aimerais bien un jeu de rôle qui permette de jouer des intrigues politiques. Et bien justement, j'en présenterai un Ah, peu plus tard. ah ben parfait. C'est le PBTA sur The Expanse, enfin, dans le type The Oui, Expanse. Hmm. c'est ça. Ok, ok, ok. Bon, on va voir ça. Mais avant d'y arriver, on a deux, trois choses à dire. On va passer à la rubrique actualité de la chaîne. Ça va pas durer longtemps, mais juste pour faire un rappel de ce qui est en train de se passer actuellement sur la chaîne ou en coulisses, notamment sur le Discord. Déjà, on aimerait vous remercier parce que après 3 mois seulement, on se découvre qu'on a, alors, on est les premiers surpris, on a une de nos vidéos qui est sur le point d'atteindre les 1000 viewers, Shadow Dark. Alors, c'est presque 10 fois plus que nos vidéos normales. Mais ça veut dire qu'on arrive à se faire connaître. Et le plus intéressant, le plus surprenant, c'est pas juste qu'on ait eu 1000 viewers, enfin, on les atteint presque, mais qu'en réalité, un tiers de nos abonnés actuels sont arrivés suite à la vidéo Shadow Dark. C'est énorme. Qui est, qui est assez impressionnant. Moi, j'imaginais vraiment pas que ce jeu avait une telle hype dans le monde rôliste. Et parce qu'évidemment, je fais pas beaucoup de SR et je m'y intéresse de loin. Mais comme dans ta critique, ma première impression que je n'ai toujours pas dépassée, c'est qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Pourquoi est-ce qu'il est aussi mis en avant ou aussi plébiscité par les joueurs et les MJ? Et j'attends toujours de le découvrir. Ah bah, on va en parler tout à l'heure quand tu vas nous donner ton avis sur le jeu. Moi, je comprends pourquoi il est publicité. C'est pas mon style, mais il est super consensuel, c'est ce que je disais dans la vidéo. Et c'est un truc qui m'attriste un peu, c'est que cette vidéo Shadow Dark, c'est sans doute celle dont je suis le moins satisfait dans toutes les critiques que j'ai faites. Et c'est celle qui a le plus de vues. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Comme quoi, c'est pas toujours la qualité qui apporte. Ouais. Ils arrivent par hasard on espère qu'ils restent, que ces viewers restent et découvrent le reste. Les autres vidéos, peut-être un petit peu plus qualitatives. On a d'autres choses qui se passent aussi. Vous l'avez vu, une nouvelle rubrique, la rubrique que j'ai appelée, après beaucoup d'hésitations, post-mortem, où on essaye de faire des retours soit sur des gammes complètes, soit en tout cas soit sur des campagnes, mais des campagnes qu'on a jouées, pour lesquelles on pourrait donner de vrais conseils aux MJ. J'ai fait la première sur Alien récemment parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses un peu fausses qui étaient dites à droite à gauche. Moi, je sais qu'il y en a plusieurs que j'aimerais faire. Alors, pareil, il faut du temps pour faire des vidéos, mais je sais que dans ma liste, j'aurai des campagnes comme Farce Macabre, Les Encagés, peut-être l'Héritage Greenberg. Donc, je sais pas si toi, il y a des choses dont tu aimerais parler dans ce type de rubrique-là.
Alors, il y aura sûrement, à un moment donné, après ma critique de Legends in the Mist, la campagne Heart of Ravensdale, qui découle, c'est le troisième bouquin de la gamme, en fait. Et il y a une campagne en 7 chapitres, je pense, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas encore me prononcer, et ça sera pour plus tard, plus tard. Mais elle est pas terminée encore. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pledgé aussi, et on reçoit les chapitres un par un. Il me semble que la version qu'on a actuellement, c'est pas la version finale. Ah si, 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 c'est la Si? version finale, elle est complète. D'accord, il faut que j'ai Tu, tellement de tu pledges n'as en pas été cours. assez attentif. Ouais, 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 c'est vrai. Mais il faut que je lise Les gens les amis, ça m'intéresse. Il faut peut-être que je maîtrise aussi un jour, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Deux autres petites nouvelles avant d'avancer. On aimerait vous rappeler on a un compte bien sûr Blue Sky pour la chaîne où on annonce nos vidéos, où on discute un peu. Mais surtout, on a un deuxième compte. Vous avez peut-être remarqué que les shorts sur les financements participatifs se sont arrêtés. Et j'ai pas trop communiqué sur la chaîne en elle-même là-dessus, mais c'est parce que ça prenait un peu trop de temps par rapport au volume de financement dont je voulais parler personnellement. Je me suis dit que avoir un compte Blue Sky où juste on mettait en avant les financements et on renvoyait vers les pages des financements en eux-mêmes, c'est probablement une solution plus intelligente et plus rentable. Donc, on a créé le compte Blue Sky. Vous avez le lien dans pas mal de. Je crois que dans la description de la chaîne, vous devez pouvoir le trouver. Et c'est quand même assez actif, hein. Si vous voulez suivre l'actualité des financements en français et en VO, vous verrez qu'on est, je pense, depuis le début, on est à 1 à 2 posts par jour, tellement il y a de financements qui sortent et qui sont intéressants pour la plupart, hein. La question, c'est surtout qui de nous deux les back réellement. Moi, il y en a beaucoup que j'ai hésité, mais j'avoue que j'ai hésité. Le jeu du MJ masqué m'a Hmm. fait de l'œil. Mais finalement, j'ai vu que c'est une boîte d'initiation où c'est juste une partie des règles avec juste un scénario. J'ai passé mon tour, mais j'attendrai de voir s'il y a une version complète qui sort avec une vraie campagne, parce que le pitch me plaisait bien. Moi, c'était pas trop mon truc, justement. J'ai pas trop hésité sur celui-ci. Mais j'ai beaucoup, beaucoup pledgé à côté. Trop. Il faut que je ralentisse, hein. Mais tu as raison, on devrait Ouais, mais peut-être assez complément. s'organiser sur Comment? savoir qu'est-ce qu'on pledge l'un l'autre, histoire de pas faire doublon tout le temps. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a des goûts assez différents, mais Ouais. parfois complémentaires. Et donc, on brosse un profil assez large. Je vais aller taper généralement sur des jeux plus cinématographiques ou plus narratifs, dans le sens où on raconte une histoire. Et toi, tu vas aller taper plutôt dans les jeux, je ne sais pas lesquels, mais pas les mêmes que les miens. Bah, de mon point de vue, c'est aussi des jeux cinématographiques où on privilégie l'histoire, mais ce sera pas du PBTA, ce sera pas, voilà, c'est une autre approche de la narration pour reprendre ce qu'on disait sur le Discord il y a quelques jours, hein. Hmm. Très bien. Et du coup, dernier point dans l'actualité de la chaîne. Si vous n'êtes pas sur Discord, vous n'en avez pas entendu parler. On a lancé ce qu'on a appelé pour l'instant des soirées papotage, où on se rencontre une fois par mois. Alors, la première, c'était un vendredi en fin d'après-midi. On a voté pour le créneau horaire, c'était ce qui était le plus pratique pour la plupart des gens. Mais donc, une soirée où on se retrouve, on discute de sujets divers et variés, on dit ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train de jouer. Ça permet de construire une communauté et puis aussi d'avoir des avis différents sur nos lectures, sur nos expériences ludiques. Et c'est assez intéressant. Donc, on va sans doute le refaire. J'ai posé la question, ils voulaient le refaire tous les mois. Donc, ce sera sans doute une fois par mois, à la fin de chaque mois. Donc, dernière semaine, sans doute, un vendredi ou un samedi. Euh, je vous tiendrai au courant, mais si vous voulez y participer, rejoignez-nous sur le Discord, c'est là où ça se passe. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur l'actu de la chaîne en elle-même. Et bah, je propose qu'on passe à la rubrique suivante, le retour sur nos critiques mutuelles. On a publié pas mal de vidéos, hein, sur les 2 mois qui viennent de s'écouler. Et je propose qu'on les prenne dans l'ordre. Ben oui, tu n'as pas chômé, hein. J'ai été plutôt bien occupé sur le côté, et tu as pris un peu d'avance sur moi, mais je vais essayer de rattraper le retard, hein. Euh, la première, c'est laquelle? T'as la liste, hein, je pense, Ouais. toi.
Ouais, alors, Flabbergasted, vous n'avez pas grand-chose de plus à dire, donc on va passer, j'imagine, à ta grosse vidéo sur les 4. Comment t'as dit Les ça? gros 4. Le Le gros gros 4. 4, hein, le gros 4 qui peut potentiellement faire de l'ombre à DND. Alors, faire de l'ombre, je sais pas, mais en tout cas, qui joue sur le même créneau. Ouais, tu as bien creusé la chose. Alors, moi, j'ai pas énormément de points à relever. Cosmere et Drostil, ça me parle pas vraiment, sachant que je suis pas trop un joueur fantasy, et c'est vraiment des systèmes qui sont très ancrés dans la fantasy. Daggerheart, j'ai regardé, je trouve ça intéressant, mais un peu trop lourd pour moi. Moi, j'aime bien les systèmes légers, donc ça me parle pas non plus. En plus, encore une fois, c'est de la fantasy, mais je sais pas si tu connais Jack Frost, qui est Non. un auteur indépendant qui fait beaucoup de contemporains, d'horreur, qui est, excuse-moi, qui est très actif. Je pense que je ferai une vidéo un peu comme pour Tania Herrero. Je ferai une vidéo pour présenter ses travaux dans les 2 mois qui viennent. Et lui, il Ah, travaille sur un hack un hack de Daggerheart pour faire du moderne. Et c'est plutôt sympa, trop granuleux pour moi, mais il s'en sort pas trop mal. Donc je pense que je donnerai peut-être une chance au système dans son hack moderne plus tard. je ne sais pas si c'est en lien avec le jeu House My Driving. Exactement, c'est ça. Oui, oui, c'est lui. Ah oui, ok. Donc je le connais. Voilà. Effectivement, j'ai lu le jeu et j'ai vu l'actual play. J'ai trouvé ça très très sympathique. L'Actual Play est excellent. Alors, c'est pas juste le jeu, du coup, c'est aussi le Panic Table, le groupe d'Actual Play. Ils sont vraiment très bons pour ça. En plus, ils ont des idées assez. Enfin, ils ont un vrai montage, mais pas un montage cinématographique, un montage de comment on passe des cams des joueurs au MJ, etc. Ils ont une version qui est optimisée pour être vue sur téléphone, vraiment, et qui est très bien faite. Donc, je pense qu'ils sont vraiment en train de changer un peu la donne dans le monde de l'actual play. Et moi, qui suis pas trop public en général, là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. Et je regarde pas beaucoup d'actual play, hein. La plupart, c'est des actual play qui vont me permettre de découvrir un jeu sous une autre facette que la lecture uniquement avant de le maîtriser. Mais je regarde pas d'actual play pour me détendre, on va dire. Hmm. Moi non plus. Mais là, oui. Là, oui, pour le plaisir. Et donc, bah, je ferai une vidéo pour présenter. Donc, il s'appelle Jack Frost, mais il publie son itch.io, c'est DNGN, Dungeon Something. Ah, c'est Dungeon, DNGN. Et il publie, mais vraiment, enfin, il y a quasiment un jeu toutes les 2 semaines, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et c'est souvent assez sympa. Mais bon, on s'éloigne un peu de ta vidéo. Moi, le seul jeu qui vraiment me pique ma curiosité dans les 4, c'est Nimble. Nimble, c'est un peu une success story totalement inattendue. C'est moi qui te l'avais recommandé, non? Tu le connaissais pas avant? Tout à fait. Et Non. à la lecture, j'ai eu la même impression que toi. Je me suis dit, ouais, il y a du potentiel derrière ce jeu-là. Hmm. Bah, j'étais surpris aussi parce que c'est quand je cherchais à faire mon palmarès 2025 pour le dernier journal, où je regardais un peu les recommandations des uns et des autres, et je suis tombé sur un gros post Reddit où des centaines de personnes nommaient leur jeu favori de l'année, et j'étais surpris de voir ce jeu, Nimble, que je connaissais à peine de nom, revenir partout. Mais vraiment, c'était un tiers des répondants qui mettaient ce jeu en avant. Je suis allé creuser et je me suis rendu compte que ce jeu était ultra populaire parmi les joueurs de donjons, à tel point que leur financement original, ça a fait moins de 20 000 $ à l'époque, il y a 2 ans, je crois. Et là, ils en ont fait un pour leur manuel de monstres, et il a fait 1 million, presque 1,2 million. Donc, ils jouent dans la cour des grands, et c'est vraiment un succès qui est parti de la base, hein. C'est un peu comme Morkborg, comme Mothership. Il n'y a pas eu un grand soutien de gros éditeurs ou de gros noms derrière. Ils sont arrivés, ils se sont fait connaître, ils ont fait les choses bien, et ils ont réussi à monter, à se faire connaître. Je trouve ça assez prometteur pour la suite. Oui, on voit aussi au niveau de tout ce qui est localisation, Mhm. ben, c'est la communauté qui s'en charge. Donc, on va voir ce que ça donne à terme. Ouais. Mais c'est aussi un indicateur de, ben, il n'y a personne qui reprend le jeu, mais la communauté s'investit et donc va le traduire. Hmm. C'est ça. Et sur le jeu en lui-même, bah, moi je trouve ça, moi qui suis pas du tout je dis un joueur de fantasy et de donjon, là je trouve que l'espèce de rationalisation et de simplification qu'ils ont faite, moi qui suis un joueur OSR, ça me parle en fait. Je trouve qu'ils tendent un peu vers l'OSR, un peu comme Shadow Dark, et pour moi,
Nimble, alors j'ai jamais joué à Nimble, donc peut-être que c'est une image un peu faussée, mais j'ai l'impression qu'en réalité, Nimble et Shadow Dark, ça joue un peu sur le même créneau. Alors, je vais rajouter un petit bémol. Je sais pas si tu t'as vu en fait le système Mhm. de combat. En fait, il n'y a pas de jet de toucher. Et Ah, donc, ça fait c'est vrai. vraiment écho avec des jeux Into the Hut, Electric Mhm. Bastion Land ou Mythic Bastion Land, où tu minimises en fait les jets de dés pour te concentrer sur ce qui est utile. Il y a quand même moyen de rater parce qu'ils ont rajouté cette option-là dans Nimble quand tu fais un sur le premier dé de dégâts. Mais c'est une mécanique que moi j'ai trouvé très intéressante et on voit qu'ils ont été puisés du côté OSR, Mhm. clairement. Mais pas que. Pas que. Bref, je l'ai survolé, hein, je l'ai pas joué, mais j'aurais envie de le tester un jour prochain, je sais pas quand, mais peut-être une aventure. Je me lancerai pas dans une campagne avec, mais je pense que ça a du potentiel et que ça peut effectivement ouvrir des horizons pour pas mal de gens. Je serais preneur aussi pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre en Hmm, pratique. c'est vrai. Du coup, on avance. Critique On suivante, avance. c'était un jeu que moi j'ai beaucoup aimé, Broken Tales. Et tu le connais parce que tu l'as joué avec moi. Tout à fait. Ben, on a joué ensemble. Alors, ça a été mon expérience du jeu, on va dire en pratique. À la lecture, le jeu m'avait semblé fort confus. Et puis j'ai pris le temps de le relire après y avoir joué. Ça a été déjà beaucoup plus clair. Par contre, il y a vraiment un côté très glauque pour moi qui ressort de ce jeu-là, qui je vais dire, certains scénarios, on en a parlé justement après la partie, il y a certaines thématiques qui moi me mettre mal à l'aise, c'est que j'ai pas spécialement envie d'exposer avec tout le monde, enfin d'explorer avec tout le monde. Enfin, je pense vraiment qu'il faut y aller avec des gens que tu, en tout cas ces scénarios-là, celui qui parle de VSS par exemple, c'est des scénarios où clairement il faut y aller avec des gens que tu connais. Tu vas pas en one shot. Enfin, c'est Mm. l'impression que moi ça me donne parce que ça peut être très violent d'aborder ce sujet-là, surtout si c'est un one shot. Ben voilà, t'as intérêt à baliser le terrain avant, hein. Mm. Tout à fait. C'était un point sur lequel j'ai voulu beaucoup insister dans la vidéo parce que dans les autres critiques que j'ai vues à droite à gauche, j'ai l'impression qu'on le prenait essentiellement comme un jeu fantastique. C'est aussi un jeu fantastique, on peut le prendre comme ça, mais ça va quand même plus loin dans les thématiques et je pense que c'était important de bien expliciter que les thématiques sont des thématiques qui sont très dures et très contemporaines. Et sur ce point, tu as l'air d'accord avec moi. Ouais. Alors, j'avoue que en matière d'écriture et d'ambiance, le jeu est vraiment très bien fait. Euh, par contre, il y a toujours un truc qui me fait tiquer en fait dans le système du jeu. C'est ce côté où tu choisis le nombre de dés que tu vas lancer, donc tu choisis la réussite que tu veux atteindre et tu as un risque. Plus tu vas prendre de dés pour améliorer ton succès, ou moins tu es compétent et donc plus tu devras en prendre pour réussir, plus tu as de chances de rater. Euh, alors, l'approche est intéressante, hein, clairement, mais c'est assez déstabilisant côté joueur de savoir comment enfin, tu choisis toi-même à l'avance ton degré de réussite, et soit c'est le degré de réussite que tu as choisi, soit c'est un échec. Donc, tu as chaque fois deux choix uniquement, mais tu as une partie de contrôle dessus. Et ce qui me fait tiquer, en fait, c'est le fait qu'ils réutilisent ce système-là dans les autres jeux de la gamme, qui n'ont rien à voir avec Broken Tail, hein, que ce soit Valraven ou Dirt City Blues. Euh, ben, voilà, je suis moins convaincu en fait par sa réutilisation dans d'autres jeux, comme autant le Year Zero système est adapté légèrement et fit dans la plupart des jeux, autant ici, je ne suis pas convaincu, mais voilà, j'attends de voir Dirt City Blue complet pour me faire un avis plus présent. Et Valraven, ben, voilà, ça m'a fait un peu tiquer, même si le concept Compagnie Noire m'a vraiment bien stitché. D'accord. Tu y as joué ou pas à Valraven? Non, pas encore. J'ai écouté une partie. Ok, moi je l'ai pas lu, donc je sais pas comment ça s'utilise. Pareil, je suis curieux de Dirt City Blues. Malheureusement, le financement a été un peu un four. C'est triste. Alors que je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais il y avait sans doute un souci de timing. Et je suis curieux de voir comment ils vont adapter ça. Pareil, le système, au début, surtout, je le trouvais un petit peu pauvre, mais plus j'y joue et plus je me dis que en réalité, le système, c'est pas dans sa mécanique de base, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est dans les mécaniques secondaires qui sont introduites par les personnages, comme des playbooks en PBTA.
Et je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans ces nouvelles mécaniques qui sont apportées. Et je me dis que s'ils mettent l'accent là-dessus, il y a moyen de l'adapter à d'autres types de jeux, à d'autres types d'univers. On verra. J'attends leur nouveau jeu et puis on jugera sur pièce quand on l'aura dans les mains. On verra effectivement à ce moment-là ce qu'ils arrivent à en faire et s'ils arrivent à transcender un peu le côté, enfin le système. J'avoue que les descripteurs, la création de descripteurs en fait, et le fait de casser un conte de fées pour créer un personnage, c'était vraiment fort flou au début et l'utilisation en jeu ben, demande quand même, fait appel à pas mal d'imagination, en tout cas de ressources de la part du joueur en matière de créativité. Hmm. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fonction de ta table, ça peut partir un peu dans tous les sens. Je sais qu'on a des Tout à fait. membres du Discord qui l'ont joué, qui nous ont fait des retours en mode bah, le jeu n'est pas du tout partir dans le sens, et pas du tout parti dans le sens où moi je voulais l'amener, et ça peut créer un peu de frustration aussi. Tout à fait. On peut peut-être avancer si on a fait le tour. Ouais. Je pense que ce qui vient après, c'était la critique de Voltige, il me semble. Voltige, ouais. Bah, moi je vais être très rapide sur ce jeu. Je suis curieux. Je l'ai pledgé le vent se lève sur Estremer. Je trouve le cadre très intéressant. L'aspect émergent me séduit un peu. L'approche PBTA avec les manœuvres, un peu moins. Mais je l'ai pledgé. On l'a reçu là. Je ne sais pas si c'est la version finale ou une version temporaire, mais on vient de le recevoir. Je suis en train de le lire et c'est sûr que je le testerai dans un avenir proche, soit en tant que joueur, soit en tant que MJ. Mais oui, il y a un MJ dans. Oui, il y a un MJ. Oui, oui, il y a un Oui, il y a un MJ. MJ. C'est émergent, mais il y a un MJ. Oui, oui. Donc moi, je vais le tester. Je l'ai juste lu survolé pour l'instant, mais je suis curieux. J'ai pas Oui, grand. enfin, pour moi, c'était vraiment une chouette expérience. J'ai fait un one-shot en 2 sessions sur le Discord et c'est vraiment bien passé. Le jeu est pas parfait, mais il a vraiment pas mal de qualité et il a ce côté lumineux derrière Hmm. qui en fait c'est le pendant lumineux de Spire. Spire, c'est les elfes noirs qui font de la résistance ou on va dire des choses pour lutter contre le régime en place. Et ici, Voltige, ben, c'est des résistants aussi, mais il y a vraiment la notion d'espoir qui traîne derrière, qui n'est pas du tout présente dans Spire. C'est drôle, tu parles de ce côté lumineux. Je sais pas si tu as vu sur la vidéo inachevée dont on va parler tout à l'heure. Enzo Cavalier a laissé un commentaire cette nuit, ou hier soir à l'heure française, j'imagine, où il nous a remercié pour la vidéo. Il a dit que lui trouvait ça pertinent, mais il a dit c'est vrai que sur son scénario, il a regretté un peu de ne pas avoir mis un peu plus d'espoir à la fin. Ça a l'air ça renvoie à ce que tu dis par rapport à Voltige. Je le connais pas du tout, hein, mis à part par ce qu'il écrit. Je trouve qu'il écrit bien. Mais c'est vrai qu'il a plus l'air d'être quelqu'un qui aime l'optimisme et les fins heureuses que les histoires un peu plus noires comme moi je les aime. Effectivement, moi je suis sur le Discord de Voltige et Hmm. on a échangé un peu. Il est très chouette et il est en train de préparer son prochain jeu qui s'appelle So Sad. Je sais pas si ça se prononce bien, si je prononce bien, mais j'en parlerai peut-être si c'est évidemment quand on aura plus d'informations dessus pour voir un peu dans quelle direction il va. Il faut dire qu'il a fait son premier jeu, c'était Polescar. Oui. L'idée était sympa, hein, ça se passait dans le grand froid et ça parlait d'expédition, mais les mécaniques étaient très lourdes en matière de gestion de ressources. Et j'ai adoré le contexte, on va dire, mais j'ai pas du tout accroché aux mécaniques qui freinaient l'ensemble. Ah, j'ai pledgé Polescar. Il est dans mon dossier à lire. Il faut que je le lise. Pareil, le setting m'intéressait beaucoup. Après, du coup, je l'ai pas lu, je l'ai pas joué non plus. Donc, mais il faudrait que je le fasse. Euh, Il est difficile à lire, hein. C'est c'est vrai. un jeu très chargé en matière de lecture et enfin voilà, moi ça m'a bloqué un peu aussi le côté très lourd en fait de la maquette. Ah, la maquette. Bon, ben, je regarderai et on en parlera peut-être sur la chaîne un jour prochain. Ok, Alien, tu m'as dit que tu n'avais pas grand-chose à ajouter, donc on va passer à Shiver, hein, sur lequel je Mais vais oui, être aussi très rapide parce que je suis plutôt d'accord avec toi.
pour moi, c'est un jeu qui essaie de se trouver une place dans le monde rôliste et dans l'écosystème des jeux horrifiques, sauf que c'est pas vraiment un jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur cartoonesque à la Scooby-Doo en réalité. Et c'est pour ça que les mécaniques, elles vont pas vers quelque chose de trop dur. Mais même en sachant ça, pour moi, à la lecture, je l'ai pas joué. Je l'ai lu quand il est sorti en anglais. Je l'avais mis dans la liste des jeux à tester et finalement, il est toujours en bas de liste et j'ai fini par le sortir. Parce que je trouve effectivement que les choix mécaniques, c'est juste, il va trop loin dans la mécanisation, même pour un jeu cartoonesque. Il y a trop de sous-mécaniques, trop d'options, trop de niveaux, trop de combats. Des niveaux, autant de niveaux dans un jeu horrifique, ça pose quand même des questions. T'es pas censé survivre aussi longtemps normalement. Donc, je comprends les choix. Je pense qu'en termes de game design, c'est un peu discutable. Et c'est pas mon truc. C'est pas assez horrifique, c'est pas assez dur pour moi, malgré tout ce qu'ils ont sorti. Mais je pense qu'ils ont leur public, vu qu'ils ont quand même une gamme qui est nourrie. Il y a des suppléments, il y a des scénarios. Donc je suppose que ça répond aux attentes de certaines personnes. Je ne suis pas parmi ces personnes, malheureusement. Alors, tous les suppléments sont sortis dans le Kickstarter. Ah, c'est vrai? Donc, au moment du financement participatif, tout a été financé directement. Ils ont été livrés progressivement, mais ça vient du financement original. Ils n'ont rien sorti après ce financement original. Et là, ils sont en train, je ne sais plus, j'ai plus le nom du jeu en tête, mais ils sont en train de prévoir autre chose. J'ai vu l'annonce et j'ai fait, ah, c'est eux qui ont fait Shiver. J'ai mis de côté. Ah oui. J'en ai parlé sur le compte Blue Sky. Mais j'ai oublié de quoi. C'est quoi? C'est quel jeu? Tu te souviens? Ça ne nous a pas marqué. Hein. Non, non, non. C'est quoi? C'est Parable Games, je ne sais plus. Attends. Non, mais bon. C'est pas important, on peut Bref. avancer. Mais ouais, ils sortent quelque chose de différent bientôt. Mais juste pour rajouter, en fait, le système est totalement contre-productif et le point que tu amènes, c'est de l'horreur à la Scooby-Doo. Bah, à ce moment-là, ça justifie les niveaux parce que tu meurs pas dans Scooby-Doo. Mais le jeu n'est pas présenté du tout comme ça, en fait. Ils ne te disent pas, ok, tu vas jouer. Enfin, c'est pas les référents. Scooby-Doo ne fait pas partie. Autant quand tu vois Monster of the Week à côté, on te dit, bah, tu peux le jouer de plein de façons différentes et tu peux le jouer comme Scooby-Doo. Mais pas que. Qu'ici, je n'ai pas vu ça. Hein. Les settings qu'ils ont proposés sont très très dark. Ah. Peut-être un peu de positionnement. Le jeu en question, c'est Iron Heart, la version multiplayer de leur jeu solo, du coup. Un jeu Lofi Make TTRPG, comme ils disent. Ça plaira sans doute à certains. Très bien. J'avoue que j'ai fait l'impasse. Moi aussi. Alors, il va nous rester 3 jeux. Ces 3 jeux que moi j'ai critiqués, donc ça va être à toi de donner ton avis. Si on les prend dans l'ordre, on va commencer avec Paranoia. Paranoia, contrairement à moi, tu as joué aux éditions précédentes, donc tu as sans doute beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Alors beaucoup peut-être pas, mais pour moi Paranoia c'est vraiment un jeu qui doit être joué avec le bon groupe. Le rôle du MJ est très très punitif, il est très arbitraire, et donc il faut vraiment que les gens partent avec l'idée que ils sont là pour mourir, ils sont là pour faire des conneries, ça va partir dans tous les sens, et ils vont se faire frapper dessus non-stop par le MJ et par les autres PJ. Et donc il faut la notion de PVP consenti, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Et donc proposer comment dire, une partie de Paranoia, voire une campagne, parce que c'est avec un peu de chance, il y a moyen de faire une campagne de Paranoia, hein, en étant très généreux. C'est quelque chose pour moi qui est difficile sur le long terme, en tout cas, sans risquer de frustrer les gens. C'est un jeu que j'adore au niveau de tout ce qui est lore, tout ce qu'ils ont développé en fait autour de Paranoia, mais à côté de ça, les anciens systèmes étaient vraiment très très bof en matière de mécanisation. Mais moi, je me vois difficilement, je me suis déjà projeté pour essayer de les maîtriser. Je suis un MJ qui a tendance à être très gentil. Gentil dans le sens où j'aime pas frapper mes joueurs. Et donc, je suis dans une sorte de dilemme entre est-ce que je me lance pour proposer un peu de paranoïa et ça va sonner faux parce que je serai pas assez
assez sadique, on va dire, on va mettre des guillemets autour, mais où est-ce que je laisse tomber, malgré le fait que justement le système a évolué vraiment vers quelque chose de beaucoup plus adapté en fait à la proposition du jeu. Je vois ce que tu dis, ouais. Après, moi, j'ai pas de problème justement à être un peu dur. J'aime bien les jeux avec du PVP. Enfin, je joue énormément à Alien, mais c'est la position dans laquelle on met le MJ qui, pour moi, est une position d'interprétation et non pas une vraie position de MJ. Ce que je disais dans la vidéo, il faut à la fois interpréter le MJ et derrière remplir la vraie fonction du MJ qui m'a mis un peu mal à l'aise. Euh, et puis surtout, j'ai une réflexion. Alors, c'est un petit peu décalé par rapport au jeu en soi, mais j'ai joué à Paranoia, je l'ai maîtrisé by the book et à cause de la critique. Parce que je me dis que si tu veux faire une critique, tu dois le jouer tel qu'il est écrit. Et le fait de l'avoir maîtrisé tel quel, ça m'a donné un sentiment un petit peu mitigé. Alors que si je l'avais joué, si je l'avais maîtrisé normalement, en me l'appropriant, en changeant les trucs qui me gênent, notamment en mettant de l'humour de côté, je pense que j'aurais pu l'apprécier bien plus. Et je suis en train de réfléchir de plus en plus en me disant, est-ce que pour vraiment... Est-ce que c'est vrai que pour critiquer, pour faire la critique d'un jeu de rôle, il faut le jouer exactement by the book? Parce qu'un jeu de rôle, c'est censé aussi être approprié, et la façon dont on peut se l'approprier, ça fait partie des choses qu'on doit évoluer. Donc moi, ça fait émerger ce type de réflexion qui porte pas sur le jeu, mais sur comment on critique un jeu. Et j'avoue que j'ai pas encore la réponse, mais c'est une question que je me suis posée. Ah, ta critique va être forcément influencée d'une façon ou d'une autre si tu y as joué ou pas, parce que tu vas mettre l'émotionnel de ce que tu as vécu qui est lié au groupe avec lequel tu l'as joué. Alors ça peut éventuellement se lisser sur on va dire sur le long terme. Si tu fais une, deux, trois campagnes du même jeu et que tu fais une critique avec, ben, tu peux avoir des référents différents, même si statistiquement c'est pas spécialement représentatif. Euh, et puis ça dépend comment tu abordes la critique. Si tu dis ben, le jeu ne tourne pas en pratique, ben, il faut l'avoir testé pour pouvoir avoir ce genre de critique. Et il ne tourne pas peut-être à cause de ton groupe. Mais moi je pensais surtout au fait de le jouer by the book, donc de le jouer exactement en appliquant toutes les règles, sans faire de choix, sans se l'approprier. C'était ça pour moi qui m'interrogeait. Alors que s'il y a genre s'il y a une mécanique qui te semble qui ne colle pas avec ta façon de maîtriser, peut-être que tu peux la mettre de côté pour te l'approprier et le maîtriser à ta façon. Mais du coup, est-ce que tu as vraiment testé le jeu tel qu'il est pensé? Je sais pas. Alors moi, je pars du principe que la première fois que tu joues à un jeu, tu le testes by the book. Et puis après, tu l'adaptes. Si tu te dis, OK, il y a 80% du jeu qui me plaît et 20% qui me dérange, bah, tu prends les 80% et tu adaptes les 20% restants. À ce moment-là, tu joues plus vraiment au jeu. Mais pour le critiquer, il faut jouer vraiment au jeu. Ben, c'est ce que je pensais à la base, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à faire toutes mes critiques dans cette direction-là. Et j'en reviens un peu. Et justement, le jeu suivant, c'est aussi un jeu qui fait réfléchir à ce niveau-là. Un jeu comme Shadow Dark, qui est une boîte à outils gigantesque. Bien sûr que tu vas pas appliquer 100% de la boîte à outils, c'est pas possible. C'est un jeu qui est pensé justement pour que tu te l'appropries et que tu appliques certaines règles et pas d'autres. Tu peux pas appliquer toutes les règles en fait. Donc un jeu, et c'est ce qui a fait le succès de jeux comme Shadow Dark, comme Broken Compass, où on t'offre des tas de micro-blocs que tu prends, que tu manipules comme tu veux. T'en utilises certains, t'en mets d'autres de côté. C'est pensé de cette façon-là, et c'est ce qui fait le succès de certains jeux. Donc la façon dont tu te l'appropries, c'est aussi quelque chose que tu dois pouvoir évaluer dans une critique. Shadow Dark, justement, tu en as pensé quoi? Alors, bah, Shadow Dark, en fait, moi, je l'ai lu et il m'a pas interpellé. Je me suis dit, OK, ça, Kern, Dolmenwood, euh, ou d'autres jeux, ou le Black Hack, pour moi, tous ces jeux-là se ressemblent, en fait. Et c'est des jeux que la plupart, j'ai pas testé, hein, à part Kern, je pense. Ouais, Kern, je sais pas si Symbaroum, on peut le mettre dans la case OSR parce que c'est pas vraiment ça. Mais voilà, j'ai testé assez peu de jeux comme ça. Par contre, j'ai testé des jeux qui découlent d'Into the Hut. Et là, ça me parle tout de suite beaucoup plus comme mécanique et comme proposition. Et donc, je suis plus client de ce genre de jeu-là que des jeux comme Shadow Dark. Et donc, moi, j'ai une vision assez, on va dire, réfractaire à ce genre de jeu. Initialement, j'ai des préjugés, j'ai un blocage. Et
voir cette boîte à outils, bah, je me dis, j'ai lu des jeux genre Macchiato Monster ou Mesrat. Je vois pas la différence en fait, alors que ce sont des jeux qui remontent à beaucoup plus longtemps en matière de temporalité. Ils sont sortis bien plus tôt. Mesrat, c'est aussi un ensemble de tables aléatoires. Alors c'est plus court, c'est plus synthétique. Il ne prend pas de tout ce qui, enfin, il ne retire pas de l'expérience de tout ce qui est venu comme jeu avant, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Mais j'ai du mal à voir l'évolution, en fait, le gain. Tu disais, c'est bien, c'est présenté comme une boîte à outils, mais c'est toutes des règles optionnelles, et donc ça, c'est un point fort, parce que tu customises ton jeu toi-même, mais ça fait partie de la proposition du jeu elle-même, en fait. Le côté customisation, tu fais ton choix, ton marché, et donc, oui, c'est intéressant si tu veux construire toi-même ton jeu, mais moi, c'est pas ça que je cherche, en fait. Je cherche pas à jouer au Lego avant de faire une partie ou une campagne. Bah, moi non plus, c'est pour ça que à la fin, j'expliquais que je voyais une filiation entre OSE, DCC, Shadow Dark. Il y a quelqu'un qui a réagi dans les commentaires en me disant qu'il ne voyait pas le lien. Pour moi, il y a vraiment, en termes d'approche de Porte-Monstre Trésor, de boîte à outils, ça me paraissait totalement différent de l'autre courant OSR qui va dans une direction beaucoup plus pointue, justement, dans la proposition. Mais là où j'ai changé de position, et c'était le petit mot que j'ai mis sur la miniature, on a tous le droit de changer d'avis, c'est que quand est arrivé Dark Space et Cyberdark, donc un hack SF et un hack mince, Cyberpunk, Cyberpunk. voilà, et j'ai vu Dark Space, et pour moi qui suis beaucoup plus un joueur SF que fantasy, j'ai vu via Dark Space, je pense avoir vu via Dark Space parce que je percevais dans Dark Space ce que des joueurs fantasy plus classiques ont dû voir via Shadow Dark. Je me vois jouer à Dark Space dans certaines conditions, pour certains scénarios. C'est pour ça que je vais faire une vidéo bientôt. Jusqu'à maintenant, Mothership était un peu le système par défaut parce qu'il n'y avait que ça qui fonctionnait vraiment bien. C'est pour ça que Mothership a connu le succès qu'on lui sait. Maintenant, il y a des campagnes que j'ai jouées avec ou que je voulais jouer avec Mothership. Je pense que je vais me tourner vers le hack de Dark Space parce que pour faire de l'exploration, pour faire du X-Crawl, pour faire quelque chose de plus léger, je pense que Dark Space, donc Shadow Dark, hein, Dark Space, c'est les règles Shadow Dark, fonctionnent mieux que celles de Mothership. Donc, je commence à comprendre ce que des joueurs fantasy ont pu trouver à Shadow Dark. Et quand on voit le succès que le jeu connaît, ça veut dire que il y a forcément des gens qui se retrouvent dans cette proposition aussi. Oui, ça, j'imagine bien. J'avoue que c'est pas quelque chose qui me parle, mais je serais curieux de tester au moins un one-shot de Shadow Dark pour voir comment ça s'articule vraiment en pratique. Pour justement, éventuellement, revoir mon avis, me dire, OK, l'expérience que j'ai vécue, par exemple, avec Cairn, est-ce que c'est la même que celle que je pourrais vivre avec Shadow Dark? Mais encore une fois, ça va dépendre fort de la personne qui est de l'autre côté de l'écran, des autres personnes autour de moi, et donc ça va être subjectif. Ce serait intéressant de faire une vidéo comme ce que tu as fait pour Daggerheart, Cosmere, etc., sur la différence entre Shadow Dark, DCC ou SE, machin. Moi, je le ferai pas, je pense pas non plus. Moi, je ne suis pas suffisamment public de ce type d'OSR-là. Par contre, je pense que ce sera la conclusion de ma vidéo sur Dark Space où je commencerai vraiment à faire une comparaison entre Star Without Numbers, Traveler, Mothership, Dark Space, tout ça. Ça, c'est vraiment un genre que je connais beaucoup mieux et il y a des choses assez sympas à dire, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et ben, ça nous mène, je sais pas si tu as fait le tour pour Shadow Dark. Ben donc ça nous mène à Inachevé, hein, Oui. la critique qui vient juste de sortir. Alors j'avoue, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ouh là là, on joue des statues et on parle pas. Ben, ça a l'air pas top en fait. Et puis j'ai lu le jeu, hein, enfin le kit qui m'était à disposition. Je me suis fait, ok, il y a des bonnes idées. Le fait de ne pas parler, effectivement, c'est une mécanique très intéressante à mettre autour de la table. Et donc j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Euh, J'avoue que moi, je suis pas du tout client en matière d'art. C'est quelque chose qui me parle pas du tout.
J'ai zéro sensibilité graphique personnelle, donc je vais très peu au musée et j'ai un regard très peu pertinent, on va dire, parce que j'ai pas de connaissances là-dedans. Et donc je me suis vraiment posé la question de comment on peut articuler ça au travers d'un jeu de rôle. Alors tu l'as dit dans ta critique, c'est assez sous-jacent en fait comme Mm. thématique. Ça a été beaucoup vendu ou peut-être survendu le côté artistique. Moi, ça m'a intrigué voir un peu comment tout ça se mettait en place. Après, en lisant les règles, je suis arrivé à la même conclusion que toi. Il y a un système de ressources, mais les mécaniques en fait sont décorrélées totalement de la proposition du jeu. En dehors du fait qu'on ne parle pas. Ça, c'est une mécanique aussi en soi, hein. Mm. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et je t'ai dit hier par message, tu as réussi à me vendre suffisamment le jeu pour au moins le tester une fois. Donc voilà, je serais curieux de voir ce qu'il a sous le capot pour voir l'expérience, parce que le seul autre jeu où on ne parle pas, c'est Alice is Missing. Oui. Même si on communique par écrit, les personnages ne savent pas parler entre eux. Ici, ça joue très fort sur le descriptif, donc mon personnage va faire ça, ou il va vers tel endroit, ou il fait tel geste. Moi, c'est une façon de jouer à la troisième personne que je fais énormément. Je parle très très peu à la première personne et donc je pense que le jeu pourrait me convenir pour ça, mais après il faut voir comment il s'articule en vrai. Mais c'était à toi que je pensais quand je disais que je l'avais proposé à certaines personnes qui pensaient ne pas être public, alors qu'en fait, je pensais que si, si. Euh, mais oui, les auteurs, et ça se comprend, ils ont beaucoup articulé leur communication sur ce que eux ils voyaient dans le jeu. Mais j'ai vraiment essayé d'insister là-dessus à la fin de ma critique. En réalité, le lien avec l'art, en fait, il est dans la perception du jeu, mais il n'est pas là à la table, hein. Donc, je pense qu'on devrait le tester. Après, je vais peut-être mettre une petite nuance sur ce que je disais dans la vidéo, notamment sur le fait de le jouer à la troisième personne. Je pense que ça dépend beaucoup si tu le joues en physique ou en ligne. Moi, je l'ai joué en ligne. Et autant en physique, je pense qu'il y a moyen de jouer, de mimer à la première personne. Euh, on m'a expliqué que pendant les parties test, ils mettaient un petit bac de sable au milieu de la table pour pouvoir dessiner dans le sable. Il y a des tas de bonnes idées. En ligne, c'est différent. Mais par contre, en ligne, c'est pas moins bon, c'est juste différent. Tu peux utiliser les illustrations, par exemple, qui vont tout de suite créer une ambiance très particulière, mettre un peu de musique. Moi, j'ai joué le scénario de Benjamin Dibling, Onir, et il donne, en fait, il dit quelles sont les musiques qui ont inspiré le scénario. Tu les mets en fond, ça marche très bien. Et je pense que donc, en ligne, mes joueurs, il y avait Agnès, par exemple, ils l'ont joué, ils ont essayé de jouer à la première personne. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple en ligne à la troisième personne. En physique, j'aurais un avis différent. Donc, il faut juste l'adapter à son public, à son médium. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été un peu critique, peut-être un petit peu trop dur. J'ai passé un peu trop de temps, plutôt. Pas trop dur, mais j'ai passé trop de temps sur la critique, sur la critique négative, parce que je pense que les scénarios, il y a des problèmes, mais moi, je me vois tous les jouer. Il y a tous un truc où je me dis, ah, j'ai envie de tester. C'est pas assez développé, mais il y a une idée que j'ai envie de tester. On entend un travail de la part du MJ niveau d'adaptation. Et je pense que c'est voulu, cette idée de création artistique, mais on aurait pu, après c'est mon point de vue, hein, c'est forcément assez personnel, on aurait pu juste en le pensant un peu mieux, par exemple en donnant, je sais pas, les composants de l'histoire, plutôt qu'en donnant juste une bribe à développer, on te dit, bah voilà, il y a tel enjeu, il y a telle structure, en fait, on te donne des composants qu'après tu peux toi adapter à la table. Alors que là, c'est surtout, on te donne certes des PNJ, mais qui sont un peu en retrait, et on te donne, c'est de la prose, c'est que de la prose, hein. Donc on t'explique un début d'idée et de ce qui pourrait peut-être se passer vaguement. Donc je pense que on aurait pu faire un peu mieux sur l'écriture. Mais les scénarios restent stimulants et lisez-les, hein. Je pense qu'à la lecture, c'est assez intéressant, ça donne envie. Donc, un jeu qui me fait faire trop de boulot, euh, un jeu pas émergent, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être du tout un jeu émergent, mais je trouve que c'est un jeu qui n'est pas fini. Tu pourrais, Mais c'est mon avis personnel. tu vois, vu la proposition du jeu, tu pourrais 100% le faire en mode émergent. Ça serait un choix de game design logique, hein.
c'est pas celui qui a été retenu, Ils mais ne le présentent pas, ils ne le vendent pas du ah tout non, comme ça. ah non, mais c'est pas émergent. Il y a pas, on te donne pas les outils pour faire de l'émergent, c'est clair. Mais ça pourrait. C'est ça qui manque, en fait. Hmm. Il est inachevé. Alors, j'ai failli faire cette conclusion-là. Hein. J'allais dire, il est imparfait, mais pas inachevé en réalité, parce que d'un point de vue purement professionnel, le livre en lui-même, non, il est fini. Hein. C'est un très beau livre. J'ai noté 2 petites erreurs, hein, mais sur la maquette, sur les illustrations, il est achevé en tant que livre-objet. En tant que jeu, peut-être qu'il y a des choses à creuser. Bref, je sais plus si je l'ai dit parce que j'ai coupé certaines parties de la vidéo, mais pour moi, il est en liste parmi les potentiels jeux 2026, mon palmarès à la fin de l'année. Et je crois que c'est la première fois depuis pas mal d'années où j'ai un jeu français dans les titres qui pourraient prétendre au titre de jeu 2026. Donc tu vois, malgré ses défauts, Ouais. c'est quand même un coup de cœur. On verra ça fin d'année, On verra si ça. d'autres le détrônent. Bien. Je pense qu'il est doucement temps de présenter rapidement des petits jeux qu'on ne présentera pas en critique, mais dont on aimerait bien parler. Voilà, voilà. Donc on le refera sans doute à tous les journaux, hein, tous les 2 mois. On verra si on maintient. Là, on a une dizaine de titres environ. On verra si c'est trop, pas assez. Moi, j'aimerais vraiment parler de beaucoup plus, mais on va pas non plus discuter 2 heures. Là, on a une dizaine de titres et on va le faire ça à tour de rôle. 2 de mon côté, 2 pour Gorgor, 2 de mon côté. Et je pense que c'est moi qui vais commencer. C'est ce qu'on avait dit. Et on va commencer avec 2 jeux de Stephen Hans, dont un a été publié en France, en français par Arcane Asylum dans sa collection Rabbit Hole, dans sa première salve de titres. Vous avez peut-être entendu parler de Mission Impossible avec le jeu sur PAW. Pour les non-anglophones, ça veut dire c'est la peau. C'est la mince, comment on dit en français? La patte, La patte. voilà. C'est la patte d'un animal. Et ce titre, bien sûr, joue sur le rapport avec les films d'action, hein, du même titre. Mais parce que vous incarnez 3 ratons laveurs qui sont à l'intérieur d'un imperméable, entassés les uns sur les autres, et qui sont en train de se faire passer pour le plus grand espion au monde. Vous étiez en train de squatter chez lui, il est mort, hein, peut-être par votre faute, on ne sait pas. Et du coup, vous vous retrouvez un peu obligé, en cas de force majeure, de le remplacer pour sauver le monde. Alors c'est un jeu feel good vraiment, qui a pas mal de bonnes idées. Le système est un petit peu discutable peut-être, c'est juste un pile ou face, littéralement. Vos actions, c'est pile ou face, vous jetez une pièce, pile vous réussissez, face vous échouez, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tenter de relancer la pièce une deuxième fois en poussant, mais ça veut dire que si vous avez un échec et que vous poussez, vous avez un deuxième échec, ça devient un échec critique. Inversement, si vous avez 2 succès, c'est un succès critique, et puis si vous avez un échec, un succès, ça s'équilibre. Sur le papier, ça a l'air sympa. À la table, parce que je l'ai joué même avant qu'il soit annoncé chez Arcane. Ça peut être assez frustrant parce que les joueurs ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce qui se passe, et on peut facilement arriver à une situation où on enchaîne les face, 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 et on ne fait qu'échouer. Alors, c'est pas un jeu où on est censé venir faire du simulationnisme, hein, c'est pas l'esprit du jeu, mais quand même, moi, je sais que j'ai dû instaurer une règle maison en milieu de partie où j'ai décidé que il y a des prêts-tirés, et les prêts-tirés ont un domaine de spécialité. J'ai annoncé que sur le domaine de spécialité, ils avaient un avantage, ils pouvaient jeter 2 fois la pièce et prendre le meilleur résultat, et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, il n'y a pas grand-chose en termes de système. Il y a aussi un suspiciomètre où les gens vont commencer à douter de plus en plus et de comprendre que vous n'êtes pas humain, hein, de par votre comportement, de par la façon dont vous communiquez. Donc, c'est assez sympa au niveau de l'idée. C'est assez surprenant. Il y a des scénarios à la fin, il y en a 4, mais qui partent dans une direction totalement inattendue. On vous dit que vous allez jouer un espion, et en fait, il y a un scénario où vous jouez des mousquetaires, un scénario dans l'espace. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait.
Mais il y a pas mal de tables avant ça où vous pouvez improviser des scénarios à la base de ces tables, un peu en mode OSR, et ça marche assez bien. Moi, je l'ai joué 2 fois. On s'est bien amusé. Il a fallu changer un peu le système, mais c'est assez sympa. Et donc celui-là a été traduit en français. Le second ne l'est pas, même si peut-être qu'il le sera un jour, on ne sait pas. Ça s'appelle Wreck Runners, Space Aces Wreck Runners. Space Aces, c'est en fait c'est la série de jeux de rôle du même auteur, c'est sa série principale. Et Wreck Runners est un des opus de cette série. On reconnaît tout de suite la même patte artistique. Hein. Il y a beaucoup d'animaux dans l'univers de Stephen Hans, y compris des animaux humanoïdes. Mais le principe est totalement différent. Vous jouez des personnes qui participent à une sorte de journal, à une émission de télé-réalité plutôt. Vous êtes en train de piller des vaisseaux laissés à l'abandon dans l'espace, le tout sous l'œil des caméras, et vous allez faire face à des tas de dangers les plus improbables. Euh, En termes de système, on est sur quelque chose de radicalement opposé. Là, il y a un paquet de petits blocs qui s'encastrent les uns dans les autres. Vous avez 4 niveaux de réussite sur vos jets. Un D6, vous avez oui, oui et non. Donc c'est un peu granuleux. Vous pouvez pousser. Vous avez un système de save pour même si vous échouez, vous pouvez réussir quand même. Vous avez un principe de tour de dés. Vous entassez des dés, des D6 les uns sur les autres. Et quand ils tombent, ça veut dire qu'il faut partir très vite du vaisseau, sinon ça va mal se finir pour vous. On vous propose un principe de jeu en micro-campagne avec un rival. Il y a énormément de choses. On vous propose aussi plein de petits vaisseaux et le plus important, des tuiles. En fait, les vaisseaux, il y a une carte, il y a une armature de base et vous êtes censé tirer des tuiles au hasard que vous allez poser sur ces vaisseaux spatiaux et que vous allez explorer après. Je ne l'ai pas joué, c'est assez sympa. Je pense que je l'essaierai un jour, je ne sais pas quand, mais ça demande un peu de mise en place quand même. Mais c'est pareil, c'est un jeu feel good et c'est sans doute ça fera sourire l'espace de quelques soirées, j'imagine. Tu les connaissais, toi, ces titres? Alors le premier, oui, mais sans plus, j'ai jamais pris le temps de le lire, et le second, pas du tout. Par contre, il m'intrigue beaucoup, et j'avoue que ce que tu as dit m'intéresse. Les jeux généralement avec un petit côté ludique intégré dedans, et les jeux plutôt détente sont généralement des jeux qui me plaisent assez bien. Ouais, ça joue bien en ligne, je pense. Le deuxième, en tout cas. Si on oublie la tour 2D, mais on peut la remplacer par autre chose. Il suffit de prendre la carte du vaisseau, créer les tuiles sur Foundry, et puis tu les places comme tu placerais dans la vraie vie. Ça se passe assez bien. Et je pense même qu'on a 10 vaisseaux, mais ils sont très inspirés de ce que fait Shpeku. Tu connais la personne qui fait des cartes, Oui. y compris des cartes sci-fi, des cartes SF. Je pense qu'on peut recycler tous les vaisseaux de Speku pour faire des cartes et pour jouer à Wreck Runners. Donc il y a pas mal de choses à faire avec ce titre si le principe plaît. Je serais curieux de jeter un œil. Très bien. On va passer à 2 jeux que tu voulais, toi, nous présenter. Hop, voilà, je change la scène. Donc on a World Wide Wrestling et Vesta Mandate. Tu veux commencer avec lequel? Par Vesta Mandate. Donc moi, je vais présenter que des jeux en anglais qui ne sont pas traduits, hein, aux plus grandes dames des abonnés francophones, mais sont tous des jeux qui méritent un petit détour. Alors je vais donc commencer par Vesta Mandate. Je suis tombé dessus totalement par hasard sur DriveThru, en jetant un œil à ce qui était sorti. Et en fait, c'est un PBTA. Donc, ça tape dans le style de jeu que j'aime bien, qui est inspiré de Brindlewood Bay, mais pas tout à fait. En fait, ils vont chercher certaines notions pour l'émergence. Et la thématique, c'est de la science-fiction. C'est très inspiré de The Expanse. Donc, en gros, c'est une colonie. Ils ont repoussé les corporations. Il y a une révolution. Et il y a un régime qui se met en place. Et le régime, en fait, c'est les PJ. Donc, en gros, c'est un jeu politique émergent, où les PJ font partie de différentes factions politiques et vont devoir faire face à des crises. Donc c'est un jeu qui, il n'y a pas c'est pas vraiment un jeu d'action, loin de là. C'est plutôt un jeu par phase où on va voir justement une crise qui émerge,
ce que les PJ font pour régler la crise, puis après les conséquences des choix qu'ils ont fait pendant la gestion de la crise, et puis après un downtime pour mettre en évidence des lieux avec des prompts pour encourager les gens à faire de la description et de commencer à décrire en fait la colonie. Alors il faut savoir que c'est un jeu où il y a beaucoup de PVP. Donc c'est bien généralement de partir sur une base consensuelle, genre on va se poignarder, mais en souriant. C'est un jeu politique. Donc en gros, on peut appartenir à... ils présentent 3 partis de base, mais ils expliquent aussi comment créer son propre parti. Il y a un parti de gauche, il y a un parti de centre et il y a un parti de droite. Donc c'est un autre point de tension éventuel. Si les gens ne sont pas à l'aise pour parler politique ou pour jouer politique, ben, c'est un point d'attention à avoir avec ce jeu-là. Il y a toute une mécanique de relation où on a de l'influence sur les PNJ et sur les PJ. Et il y a un petit système où chaque PNJ a un truc qu'il aime beaucoup et un truc qu'il déteste. Et donc, en fonction de comment les joueurs vont aborder les choses, ben, les relations vont évoluer plus ou moins bien. Et le MJ est, on va dire, encouragé à laisser filtrer des petits indices du genre « Ah, je suis désolé, je suis en retard, j'étais au téléphone avec ma femme. » Ben, c'est quelqu'un qui tient peut-être beaucoup plus à sa femme qu'à la politique, par exemple. Et donc, le fait de jouer là-dessus pourrait permettre d'avoir ses faveurs. À côté de ça, il y a toute une mécanique de secret aussi pour faire du chantage, pour faire pression, pour les révéler. Et il y a donc au sein des crises, en fait, les joueurs et les joueuses peuvent choisir de faire avancer leur agenda personnel, qui est secret, ou essayer de résoudre les crises, mais généralement, on doit faire des choix. Et le jeu est timé. Donc en fait, c'est une campagne. Chaque PJ a un agenda secret en 3 étapes qui définit la création de son personnage. Et quand il atteint la 3e étape, en fait, la campagne se termine. Le premier qui arrive, donc il y a une sorte de course à la montre entre les PJ. C'est très amusant sur papier. Je l'ai pas testé. Il faudrait que je cherche un peu dans mon entourage, voir qui pourrait être client de ce jeu-là. Mais il regroupe plein de composantes que j'aime beaucoup. L'aspect politique, il y a très peu de jeux qui traitent de la politique. Il y a un côté SF qui est intéressant, il y a un côté PVP qui est intéressant, c'est timé, c'est émergent, enfin bref, il y a plein de choses qui me plaisent dans le jeu-là. Et c'était vraiment une chouette découverte. Mais voilà, c'est assez niche à mon avis, voire très 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 niche comme type de jeu. Une petite parenthèse en matière de jeux politiques, j'ai quand même pas mal cherché. J'ai trouvé Aux Marges du Pouvoir, mais j'aime pas du tout la façon dont le jeu est abordé, ou en tout cas les mécaniques. Et donc c'est un autre jeu politique. Et à part ça, ben, j'ai pas trouvé grand-chose. Je sais pas si toi, t'as déjà eu l'occasion de voir des jeux politiques en jeu de rôle. Des jeux qui soient vraiment axés sur la politique et pas des jeux où la politique vient se greffer à une proposition tierce. Ouais, où tu joues des politiciens, où tu vas justement parler politique pendant les parties. Ben justement, non. Pourtant, dans les études de sciences politiques, hein, tu fais des jeux où c'est quasiment du jeu de rôle. Hein, donc c'est tout à fait faisable, mais je n'en connais pas dans le monde ludique. Moi, ce que tu me dis là sur Vesta Mandate, ça pourrait m'intéresser. Il faudrait que je le feuillette. Je voulais le feuilleter pendant que tu en parlais et je me suis rendu compte que ça a coupé ta caméra pendant 5 ou 6 secondes. Donc je l'ai remis. J'ai refermé le PDF et j'ai remis ta caméra. Mais ça pourrait m'intéresser. En plus, The Expanse, c'est un univers que j'adore. J'aime pas du tout le jeu de rôle, mais les bouquins, même la série, je les trouve très bons. Donc moi, je pourrais être motivé pour tenter un truc si c'est pas trop long. Ouais, ben on pourrait éventuellement prévoir ça. Je vais enchaîner sur un jeu totalement différent. Alors, c'est un jeu qui a déjà quelques années. Hein, c'est World Wide Wrestling. C'est un PBTA sur le catch. Alors, dit comme ça fait très bizarre en fait, et c'est un jeu qui a connu une première édition, qui est maintenant dans sa 2e édition, et qui a toute une série de modules d'extension. Il met en avant la notion de key faible, donc le fait que tout le monde se met d'accord pour savoir que c'est un show, que c'est faux, mais qu'en fait on va y croire quand même, hein, c'est un peu de la télé-réalité, et ça explore le monde du catch d'une manière assez magistrale, aussi bien au travers des mécaniques qu'au travers il y a toute une série d'essais en fait dans le jeu qui parlent du monde du catch et de comment il fonctionne, de comment c'est mis en scène, et en fait quelque part on se rend compte que le catch c'est une telenovela. C'est du drama, et l'auteur a vraiment bien compris ça et bien utilisé ça. On voit typiquement pour les matchs, le vainqueur est prédéfini à l'avance.
Mais il y a des moyens de changer la donne en cours de jeu si on a envie. Il y a moyen d'amener du drama. Il y a plein de choses. Alors, évidemment, les matchs, ça va être un joueur contre un autre joueur. Donc, il y a un côté PVP, mais on sait qui va gagner à l'avance, normalement. Donc, c'est pas vraiment le côté n'est pas de savoir qui va gagner. La surprise vient plutôt de comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer pendant le match. Est-ce que quelqu'un va débarquer avec une chaise pour tabasser celui qui est censé gagner? Est-ce qu'il va y avoir d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un va être blessé? Bref, il y a toute une série de choses comme ça. Et pendant ce temps-là, en fait, les autres joueurs vont jouer le rôle de commentateur, de public. Et donc, il y a des rôles qui sont dispatchés comme ça pour amener des interactions, amener de l'ambiance. C'est assez complexe. Hein. Alors ça, c'est un petit bémol sur le jeu. Il y a énormément de mécaniques pour gérer tout ça. Ça reste un PBTA, mais il y a beaucoup de choses à lire et c'est assez dense. Il y a aussi plein de possibilités, des modifications de règles pour à peu près tout. Il y a des matchs de tests, de démos, des matchs en cage. Il y a des matchs hors du ring. Enfin bref, c'est vraiment... l'auteur a été rechercher tout ce qui se faisait dans le catch et plus loin. Le combat est narratif, bien sûr, mais il y a une notion de tir à la corde pour qui va prendre le projecteur, le momentum. Et donc, c'est pas tant faire des dégâts que plutôt attirer la lumière sur soi. Donc c'est vraiment ça l'enjeu du match. Il y a aussi la notion de promotion des matchs et des catcheurs. Il y a le manager peut être incarné aussi. Bref, il y a vraiment plein de possibilités. C'est super complet. Il y a une notion de gimmick, donc vraiment les manœuvres emblématiques des catcheurs. Là, je vais faire un DDT ou un truc dans le genre là. Enfin bref, j'ai regardé beaucoup de catch quand j'étais jeune, hein, beaucoup moins maintenant, mais le jeu m'a amené vers j'ai été revoir des émissions de catch, mais avec l'œil de quelqu'un qui a mon âge et qui a le recul. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir une deuxième lecture beaucoup plus, on va dire, pas critique, mais avec les informations du milieu du catch, en fait. En tout cas, de comment ça fonctionne derrière. Et une dernière info, en fait, l'auteur a sorti aussi des suppléments pour utiliser différents sports en plus du catch ou à côté du catch. Donc on peut faire du MMA, on peut faire de la lutte, et donc il a étendu le jeu. Il y a même un côté, il a fait une extension pour amener la magie. Donc comme si vous connaissez The Undertaker, le gars en face, il fait vraiment baisser la température. C'est peut-être vraiment un mort-vivant ou c'est peut-être un sorcier qui va invoquer des démons. Donc il y a vraiment énormément de possibilités, c'est très comique. J'ai jamais testé le jeu, mais je serais vraiment curieux. J'ai pas envie de l'animer, j'ai envie d'y jouer. Là, tu m'as donné envie aussi, alors que quand tu m'as parlé du titre la première fois, je l'ai feuilleté et je me suis dit, waouh, c'est pas pour moi du tout. Et pourtant, j'aime bien ce que tu me dis, jouer un combat et puis jouer les commentateurs à côté. Il y a des idées qui me paraissent assez intéressantes en one shot. Je suis curieux. Non, c'est intéressant. Après, j'ai jamais été intéressé par le catch. Hein. C'était diffusé à la télé quand j'étais gamin. Donc, quand tu étais gamin aussi, c'était sur Canal+, c'est ça? Ou MC Canal+, je ne me souviens plus sur quelle chaîne je regardais ça. Mais j'ai jamais accroché au catch. Et pourtant, le jeu, pourquoi pas? Si c'était pas du PBTA, peut-être que oui. Ouais, c'est un PBTA, mais il y a beaucoup de couches mécaniques pour justement retransmettre toutes les subtilités du jeu, et parfois c'est beaucoup en fait. Et la maquette est assez chargée. Je trouve pas le jeu spécialement bien illustré ou bien mis en valeur en matière de lecture, donc c'est assez fatigant à lire. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez fatigant, mais le contenu en tout cas vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour la curiosité d'écriture et de voir en fait ce qu'on peut faire avec une thématique comme le catch. C'est ça qui est comique. Intéressant, intéressant. Non, mais du coup, je suis curieux maintenant, à cause de toi. Bon, du coup, je vais enchaîner. Ça va être assez rapide, parce que je vais parler surtout d'un jeu, Princess Guard en anglais, qui a été traduit en français par Princesse Gardienne. Le financement
participatif, je crois, est terminé maintenant. Il y a peut-être moins d'une semaine. C'était chez... Ou je vais dire une bêtise. Chez la Loutre Rolliste, je crois. J'espère ne pas me tromper. Alors, Princess Guard n'est pas du tout mon type de jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Alors, c'est un jeu où vous incarnez des princesses, mais vraiment des princesses au sens traditionnel du terme. Hein, celle à la Disney, il n'y a pas le retour, le questionnement sur les clichés qu'on a pu avoir, par exemple, dans Péril et Princesses. Donc, c'est un jeu où on incarne des princesses, on construit son royaume, son personnage, c'est très simple. Il y a 3 verbes à prendre dans 3 listes différentes. On choisit un objet, on choisit un animal de compagnie, et puis on part dans une espèce de quête avec une structure où on enchaîne différentes quêtes pour arriver à la fin, à l'aboutissement de son aventure. C'est censé être des parties ultra rapides d'après le jeu, 1 heure selon eux. Alors, moi, je dirais peut-être un petit peu plus. Euh, mais le jeu est bien fait. Le système se comprend allez, à la lecture, en 5 minutes, on a tout compris. Donc, à l'explication, pareil, je pense que 2-3 minutes, c'est bon, on est capable de jouer. Les quêtes en elles-mêmes, on nous en fournit 18 à la fin du bouquin. Ça part toujours d'un PNJ particulier. C'est assez sympa, c'est assez mignon. Ça m'a l'air quand même très orienté pour un public jeune, très jeune. Ils disent de 6 à 116 ans, à 106 ans. Moi, je dirais plutôt de 6 à 12 ans. Euh, mais c'est bien fait, ça peut toucher un public parce que autant je n'ai jamais joué, je ne connaissais pas Princesse Gardienne avant le financement, mais j'ai découvert après coup que je connaissais un autre jeu du même auteur, Dead Cleveland, qui là n'est pas du tout pour les enfants. On joue, c'est le même système, exactement le même système dans un monde post-apocalyptique envahi par les zombies. Et je me souviens quand j'ai découvert ce jeu, je ne sais plus si c'était 2022, 2023, je l'avais mis dans la liste des jeux à tester. Moi, ça m'avait intéressé pour le jouer en mode zombie. Donc, je me dis qu'encore une fois, que si moi, ça m'a intéressé avec ce système-là, moi qui suis public de jeux de zombies, je pense que ce système-là, pour des jeunes joueurs, des gens qui veulent jouer des princesses, ça doit aussi très bien marcher. Ça a été financé, ça va être publié sans doute dans les mois qui viennent, donc par la Loutre Rolliste. Et j'espère qu'on aura peut-être d'autres jeux du même auteur chez eux plus tard, parce que c'est quelqu'un qui fait des petits jeux sympas. Hein. Ça fait quoi? J'ai pas regardé le nombre de pages, mais ça fait quoi? Ça fait 30 pages, 25 pages, peut-être plus avec les quêtes justement, mais c'est pas très long, ça se lit très vite, c'est très simple en termes de système, et pourtant ça a l'air de fonctionner. Donc moi, c'est un jeu que je trouve assez sympa et que je voulais mettre en avant dans cette émission parce que c'est traduit en français et autant soutenir les efforts des éditeurs qui tentent de publier des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc je suppose que c'est pas ton genre non plus. Non, pas du tout. Non. Maintenant, j'ai une filleule qui a des frères et sœurs et typiquement, je leur fais faire du jeu de rôle 1 fois ou 2 l'an. C'est typiquement le genre de truc qui pourrait éventuellement m'intéresser pour ça. Mais je pense vraiment 6 à 12 ans, hein, parce qu'au-delà de 12 ans, ils vont trouver ça trop, trop gamin, je pense. Euh, c'est vraiment, vraiment des princesses à la Disney. Mais elles sont clientes. Ok, ok, ok. Bah, je vais te repasser la main tout de suite pour parler de 2 autres jeux. Playing God et Detect or Die. Je sais pas avec lequel tu veux commencer. Alors, je vais commencer avec Playing God. C'est un tout petit jeu indé que j'ai découvert dans le bundle No Ice in Minnesota. C'est un jeu, en fait, qui va proposer de créer un dieu par personne. Le dieu va avoir un domaine ou plusieurs domaines d'influence. Et donc, avec plusieurs joueurs, ben, c'est la création d'un panthéon. Et le jeu s'articule par une série d'âges, en fait. À chaque âge, on a un nombre d'actions à faire en fonction de la puissance du dieu, qui vont permettre de modifier les choses, de faire évoluer les choses. Donc on a tout un choix d'actions. Évidemment, au début, il y a des actions assez communes. C'est genre, bon, on va créer un univers, on va créer une planète, on va créer du peuple, on va créer des végétaux, des animaux. Et donc au début, c'est assez
on va dire, il n'y a rien de folichon dans la mécanique, mais au fur et à mesure qu'on avance, en fait, les options s'étendent. Tout ça est chiffré. Hein, c'est pas un jeu très très lourd mécaniquement, loin de là, mais il y a énormément d'actions différentes. Et ça m'a fait penser à des jeux comme Populous, les vieux jeux de simulation où on jouait un dieu, on créait des civilisations, puis on prenait des petits bonhommes, on allait les mettre ailleurs. Et il y a vraiment cet aspect-là qui ressort du jeu. La finalité, c'est quoi? C'est simplement créer un panthéon et voir comment ça évolue. Il y avait évidemment une notion de conflit entre les dieux qui est gérée, qui se fait au travers de soit leur avatar, leurs fidèles, les différentes capacités, parce qu'on va nuire à la population de tel continent qui prie un autre dieu, donc on va peut-être récupérer ses fidèles. Et donc il y a cette notion de PVP qui va s'installer assez latente, mais qui va se développer au fur et à mesure. Et le système de résolution est quelque part assez simple derrière. C'est un système via des cartes. Et donc, quand il y a des conflits, on tire des cartes et on voit comment ça se passe. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en fait, c'est un petit jeu. Il y a un petit côté mécanique, pas très très lourd, mais mécanique quand même. Mais il y a un petit côté aussi jeu apéro, où on va se développer son dieu. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez ingénieux, même si c'est pas folichon au niveau mécanique. Il y avait pas mal de petites idées intéressantes. Et surtout, si on veut créer soi-même son univers, en fait, jouer à Playing God permet de créer un panthéon pour un univers. Et donc, ça peut être un outil créatif en fait en même temps qu'un outil ludique. Moi, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, c'est les jeux de rôle où on joue des dieux. Il y en a très très peu, mais il y a par exemple Godsend qui est un PBTA qui a été écrit par Kellren, qui est très sympathique et qui propose justement cette approche-là où aussi on joue des dieux et on voit comment ils évoluent au travers de différentes crises. Ici, ça remonte vraiment à l'origine de la création des dieux et c'est très intéressant. Maintenant, c'est encore un jeu très, très, très niche. Et très indépendant. Il est très très laid. Il faut avouer, même les fiches de personnages sont assez peu esthétiques. Donc voilà, il faut passer au-delà de l'apparence. J'allais le dire, je l'ai feuilleté quand tu me l'as envoyé. Et c'est vrai que moi qui suis un petit peu sensible à ça, au niveau maquette, au niveau tout, c'est un peu difficile d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment un jeu un jeu niche et indé, et on voit que voilà, ça a été fait avec quelqu'un qui a la même sensibilité graphique que moi. Un jeu niche, tu dis un jeu indé ou amateur? Parce que moi, je fais une différence entre jeu indé et amateur. Moi, il y a jeu amateur, jeu indé, jeu semi-pro. Les jeux semi-pro, c'est tous les jeux qu'on a chez Arkane, chez Black Book. J'appelle pas ça pro, mais c'est quand même, on tend vers le professionnalisme. Jeu indé, je vois quand même des gens qui essayent de sortir du lot, mais qui ont une ambition commerciale. Ça ne veut pas dire d'être un grand succès, mais ils vont quand même essayer de le vendre et en vivre. Et pour moi, le jeu amateur, c'est quelqu'un qui juste publie un truc de son côté, parce que juste il a fait un jeu, il voulait créer quelque chose, mais il cherche pas à en vivre en soi. Pour toi, Playing God, on est plutôt dans l'amateur ou dans l'indé? Et attends, juste pour préciser, je ne mets aucune connotation négative derrière amateur ou indépendant, c'est juste pour moi des catégories différentes. Playing God, il est de quel côté de la barrière, plutôt? Alors dans ce que tu décris, c'est clairement un jeu amateur. Hein. Il est quand même sur itch. Je pense qu'il est payant sur itch, mais il a été mis dans le bundle No Ice for Minnesota. Donc il y a quand même quelque part, voilà, j'ai fait un truc qui me plaisait. Et si ça m'arrange, je peux retirer des petits sous. Mais voilà, c'est quand on voit le milieu du jeu de rôle indé, on ne devient pas riche en publiant un jeu de rôle indé, hein, clairement. Moi, j'ai une catégorie, fourre-tout, c'est les jeux indés, et dedans, il y a les amateurs et les gens qui veulent un peu sortir du lot, comme Spencer Campbell ou Farid Games, ou bref, plein de petits auteurs, on va dire, indépendants, mais qui ont vraiment une grosse production de jeux. Voilà, ici, c'est beaucoup plus niche que ça. C'est vraiment très, très, très restreint, on va dire, comme public cible et comme projet. Ok. Ce qui m'emmène au jeu suivant, qui est aussi un jeu qu'on classerait dans la catégorie amateur. Hein. La maquette est vraiment très très moche. C'est Detector Die.
C'est un jeu d'enquête, en fait, qui est vraiment basé sur un jeu vidéo, Disco Elysium. Alors, c'est un jeu qui m'a énormément plu quand j'y ai joué. Le concept de base, c'est que on joue un détective qui se réveille et qui est amnésique. Il ne se souvient pas ce qu'il fait là, il se souvient qu'il est détective, il se rend compte qu'il est sur une enquête, donc il va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé et de se souvenir. Et dans sa tête, en fait, il y a plusieurs voix qui lui parlent, et en fonction des choix qu'il va faire, en fait, certains aspects vont ressortir, et certaines, on va dire, certains traits de caractère ou certains concepts en fait vont prendre plus de place que d'autres en fonction des choix que le joueur va faire. Ici, Disco Elysium, c'est un PBTA aussi, hein, décidément, c'est ma tasse de thé, hein, et les joueurs et les joueuses vont incarner les personnalités dans la tête du détective. Donc, on joue tous le même personnage, mais à tour de rôle, on va avoir le spotlight, on va avoir la main. Ils appellent ça holding the glass. Donc c'est celui qui tient le verre. C'est celui qui va déterminer ce que le détective fait. Et il y a cette notion de passage de verre où, à tour de rôle, c'est mécanisé, hein, ça peut être aussi volontaire, mais à tour de rôle, on va se passer le contrôle du détective. Les autres peuvent intervenir aussi, ils ont un moyen d'agir quand ils ne tiennent pas le verre, mais il y a toute cette notion où ça se passe dans la tête du détective en fait, et donc les joueurs incarnent un peu comme dans Tout le monde est John ou dans le Dr Chestel, oui c'est ça, où on explore à plusieurs l'esprit de quelqu'un. Ici c'est vraiment la personnalité fragmentée de la personne qui va qui va être représentée par les personnages qui sont délivrés. Alors il y a une notion de psychologie qui vient en jeu, c'est la notion de coping, donc c'est comment on gère les événements traumatiques. Et ici, c'est intégré dans les mécaniques du jeu. C'est assez amusant. C'est bizarre comme approche, hein, c'est inhabituel. Ceux qui ne tiennent pas le verre vont pouvoir conseiller les autres. Ils peuvent aussi aider pour l'enquête. Et il y a un MJ qui, lui, va incarner le monde. Derrière ça, il y a une mécanique, on va dire, de ressources qu'on appelle le moral, qui va servir à encaisser les conséquences et à être mis hors jeu. Et si tout le monde arrive à 0 en morale, le personnage subit un TPK. C'est un acronyme pour... je ne me souviens plus le terme, mais c'est pas le total party kill, hein, comme on pourrait le croire, mais ils ont utilisé justement des mots pour matcher les mêmes lettres, donc c'est un petit clin d'œil, et là le personnage a un blackout, et puis il revient, donc c'est pas un jeu punitif à ce niveau-là. Alors, il y a une enquête proposée avec le jeu, hein, le fichier est assez gros, et l'enquête, en fait, présente toute une série de, on va dire un pitch initial, où est le détective, les indices qu'il peut récolter, comment est-ce qu'il va évoluer, et comment sa personnalité va se reconstruire. Et tout ça est basé sur, je ne vais pas donner de spoiler ici, mais il y a un mystère à résoudre, donc c'est très classique en matière d'enquête. Il y a des twists qui sont présents aussi, et donc le but est de trouver d'apprendre ce qui s'est passé et de savoir qui on est réellement. Il y a un côté un peu émergent, mais en fait, je vais plutôt le présenter autrement. Dans l'enquête qui est présentée en exemple, c'est tout à fait complet, hein, c'est tout à fait jouable. C'est pas une enquête émergente, c'est une enquête classique. Et le jeu propose plusieurs façons d'enquêter. Donc il y a soit des indices obligatoires, comme dans des jeux comme Toulouse, les Toulouse Gumshoe, Toulouse Hack, où ces indices-là permettent d'atteindre la solution, donc les joueurs doivent les avoir. Et les autres indices, ce sont des aides pour comprendre l'intrigue. Il y a une approche où tout est pertinent, donc peu importe ce que le joueur fait, il va avoir des indices. Il y a une approche où on va gaver les joueurs d'indices, donc ils vont en trouver dès qu'ils changent de scène, en fait ils trouvent de nouveaux indices qui vont stimuler le jeu. Et il y a aussi une version émergente qu'on peut mettre en place. À côté de ça, chaque scène en fait va être cadrée avec une horloge. Et donc la résolution de l'horloge, ou des horloges s'il y en a plusieurs, vont déclencher des événements en fin de scène. Et le jeu n'a pas de setting prédéfini, et c'est vraiment le scénario qui va définir le setting. C'est prévu pour des parties courtes, hein. C'est 2, 3, 4, 5 séances peut-être, c'est le temps de résoudre l'enquête en fait, et c'est ça le jeu. C'est vraiment Disco Elysium en jeu de rôle.
Alors, on voit que c'est indépendant, mais c'est pas mal amené en fait. Si tu l'as feuilleté, tu as dû voir la maquette somptueuse. Mais en dehors de ça, si vous avez aimé Disco Elysium, je pense que c'est un jeu comment dire, à tester ou au moins à acheter un œil, sur lequel jeter un œil. Moi, ça m'évoque deux choses. Le principe même d'avoir un seul personnage pour toute une table. Alors, on pense sans doute au Cabinet des Murmures, qui est pareil sur ma liste. Il faut que je teste. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas testé. J'aimerais le tester un jour prochain. Mais un jeu moins connu qui est sur le même principe, mais qui s'appelle 27C. C'était un jeu amateur slash qui voulait vers l'indépendant. Ils ont fait un financement je sais pas, il y a 5 ans pour un Kickstart en disant que ça allait amener vers un jeu complet. Et puis, finalement, on a eu le Kickstart et puis ils ont un peu disparu. Ils sont revenus il y a peut-être un an en disant qu'ils revenaient. Alors, le financement était pour le Kickstart, hein, donc ils ont livré ce qu'ils avaient promis. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'était assez prometteur. On était dans la tête de quelqu'un et quelqu'un qui était un peu possédé. Enfin, il y a vraiment une histoire aussi sous-jacente. C'était plus une histoire qu'un système. Et là, ils refont des tests en convention pour essayer d'amener quelque chose de nouveau. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. Et moi, c'est un principe que j'aimais beaucoup. Donc, je suis curieux de jeter un coup d'œil à Detector Die. Mais il y a un autre point que ça éveille chez moi, une réflexion plutôt. C'est quelque chose sur lequel je voulais peut-être faire un petit short réflexion un jour prochain. C'est à quel moment on considère qu'un jeu de rôle est un plagiat ou pas d'une autre œuvre culturelle. Tu dis que on reprend très clairement Disco Elysium, ça pourrait être Disco Elysium, le jeu de rôle. Je pense aussi, par exemple, à Liminal Horror, qui est un jeu que j'adore, mais techniquement, Liminal Horror, c'est Alan Wake, quoi. C'est Alan Wake et les autres jeux Remedy, c'est ça. Chaque scénario, c'est le hack. On voit très bien où est l'influence. C'est les mêmes scénarios, les mêmes personnages, les mêmes machins. Et attends, je suis en train de m'étouffer. Ok, désolé. À quel moment on considère qu'on va trop loin ou que c'est normal, au contraire, de prendre une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur et d'en faire un jeu de rôle? On voit très bien l'influence. On voit très bien que c'est Disco Elysium, le jeu de rôle, mais on considère que c'est acceptable dans le monde du jeu de rôle parce qu'on est encore dans le milieu amateur. Alors autant dans le milieu voilà, amateur, tu vois, c'est là où la différence elle est importante. Amateur, je pense qu'il n'y a pas de souci. Encore qu'ils le vendent, donc peut-être que. Mais quand on voit des jeux avec cette approche-là qui tendent vers l'indépendant, voire vers le semi-professionnel, je pense que ça ouvre des questions sur le respect du droit d'auteur. Euh, Souvent, c'est suffisamment camouflé pour que ce soit évident, mais que d'un point de vue purement légal, on puisse rien faire. Mais d'un point de vue éthique, je sais pas, ça pose des questions. Pour moi, en tout cas. Le, le- le nombre de jeux inspirés de Star Trek, de Star Wars, enfin, tu vois, des grosses licences. Alors, quand tu le donnes gratuitement, pour moi, il n'y a pas de souci. Parce que bah, tu fais pas d'argent, donc à mon sens, tu n'en feras pas le droit d'auteur. C'est juste une passion, un hobby, et tu partages éventuellement avec d'autres personnes. À partir du moment où tu commences à t'enrichir avec, ça pose effectivement une question éthique. Après, moi, je n'y répondrai pas. Je demanderai un vrai débat un jour prochain. Bien, eh ben, on va avancer vers notre dernier duo de jeux. Un jeu anglophone, un jeu français. On va commencer par le jeu anglophone, We're in Danger, qui est un jeu récent sorti, je crois que c'est décembre 2025. Pareil, je l'ai découvert un peu par hasard dans le bundle No Ice in Minnesota. Il y a quand même beaucoup de jeux dans ce bundle, hein. Il a fallu faire le tri. Et je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai regardé ce que c'était et moi j'ai accroché. C'est un jeu où on revit des grands classiques du cinéma des années 90 et 2000, donc c'est pas forcément du fantastique. Par exemple, à l'intérieur, il y a 3 scénarios. On nous propose de rejouer Les Dents de la Mer, le Pic de Dante, et je sais plus ce que c'est que le troisième, mais il y a voilà, ces trois scénarios clairement inspirés d'un film, avec des mécaniques qui sont assez intéressantes. C'est des mécaniques qui mélangent un système à base de G classique et de menaces, un peu comme le Hit the Reich, où tu sais, quand tu as une scène où il y a de l'enjeu, tu as une menace qui est présentée avec un certain nombre de succès à obtenir pour
pour vaincre la menace, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une personne, ça peut être une tempête, ça peut être un volcan en éruption, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, tu joues la scène et les succès que tu as en plus par rapport à tes actions, ils vont aller pour, vaincre la menace petit à petit. D'accord? Avec en plus une mécanique intéressante. Alors, je suis sûr que ça existe déjà, mais je ne connais pas d'autres jeux, moi, qui le mettent de cette façon-là, qui l'amènent de cette façon-là, où plus la menace est d'un rang élevé, donc tu as rang 1, rang 2, rang 3, plus tu as des chances de fumble. C'est-à-dire que face à une menace de rang 1, tu jettes plusieurs dés. De base, c'est 4 dés 6. Et puis après, tu peux en jeter 5, 6 ou plus en fonction de tes avantages. Euh, tous les 6 ou les 5 et les 6, je sais plus. Les 5 et les 6, je crois, sont des succès, mais face à une menace de rang 1, les 1 sont un fumble. Et donc, un fumble annule une réussite. OK? Mais face à une menace de rang 2, c'est les 1 et les 2 qui sont des fumbles. Et face à une menace de rang 3, c'est les 1, les 2 et les 3. Et donc, tu vois, plus la menace avance, plus la menace est dangereuse, plus tu as de chances de faire des fumbles, et plus tu jettes de dés, mais en même temps, ça devient compliqué d'équilibrer les fumbles et les réussites. Alors, je ne l'ai pas testé, mais je le testerai le dimanche prochain. Dimanche prochain, on jouera le scénario sur le pic de Dante. J'ai trouvé le système intéressant. Le principe de rejouer des films, moi, ça me parle beaucoup parce que tu ne le sais pas, mais en 2020, je crois, 2021, j'ai enchaîné une série de 30 one-shots que j'avais écrit, que j'avais appelé la Replay Series en anglais, où on rejouait des films pareils, des classiques du cinéma des années 90 et 2000, avec à chaque fois un twist, et on s'était éclaté. J'avais motorisé ça avec le système Mothership à l'époque. C'était une très mauvaise idée. Mais je me suis dit qu'un jour, si j'étais motivé, peut-être que j'essaierais de présenter ça en mode trifold avec un vrai système. Parce que j'avais écrit cette trentaine de one-shot. Et je me dis que peut-être je pourrais les jouer avec ce système-là, We're in Danger. Donc moi, ça m'a intéressé. Le bouquin en lui-même, ça va, il est bien présenté, mais il y a ces images de stock art qu'on voit partout dans plein de jeux de rôle. Je ne crois pas que ce soit. Alors, c'est mieux que de l'IA. Je ne pense pas que ce soit de l'IA parce que c'est dans le secteur depuis avant l'IA. Mais tu sais, c'est ces images qu'on voit dans Star Without Numbers. On les voit dans un paquet de jeux de rôle. Et au final, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'illustration. Mais globalement, c'est bien fait. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu qui est fait à l'origine par une chaîne d'Actual Play. C'est pas une grosse chaîne, mais ils jouent à ce jeu depuis des années. Il y a plein de vidéos. Ils ont plein d'idées. C'est assez sympa. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je le testerai le week-end prochain et je verrai si ça marche ou pas. Tu connaissais pas, j'imagine? Non, pas du tout. Hmm. J'ai déjà vu des jeux avec le même style de mécanique, tu vois, où la difficulté et les résultats vont supprimer des succès, mais rien avec une valeur croissante. Hmm. Tu vois, les 1, puis les 1, 2, puis les 1, 2, 3. Maintenant, à côté de ça, voilà, je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense qu'il faudrait voir. Par contre, ça m'a fait penser à un projet, je sais pas si c'est indé ou amateur, mais c'est un jeu qui s'appelle Uncanny Echo. C'est pas vraiment un jeu, en fait, c'est une série de 10 scénarios. C'est du plus ou moins PBTA. Et en fait, l'auteur a fait jouer 10 scénarios à ses potes. Et puis il en a fait une campagne, et c'est tous des trucs indépendants, mais avec des petits liens entre eux, et avec des twists, comme tu expliquais, tu vois, reprendre des clichés. Ben, ici, il joue aussi sur des clichés, mais avec un twist chaque fois dedans, et puis il a fait ça, il a compilé les 10 sous forme de une semi-campagne, on va dire. Donc c'est un truc intéressant, j'en parlerai peut-être ultérieurement, mais ça m'a fait penser à ça. Moi, j'aime bien le principe du système de menace, un peu comme dans Hit the Rush, mais je trouvais que dans Hit the Rush, c'était pas très bien amené. Enfin, moi, j'ai pas accroché. Le système était là en permanence, il n'y avait que ça, c'était que du tour par tour. Et j'avais fait une micro-critique dans le club de lecture de JDR Virtuel où je disais, pour moi, le système de Hit the Rush serait très bien si on l'utilisait comme un système de combat, c'est-à-dire
on roleplay normalement, et quand il y a vraiment un danger qui apparaît, c'est là où on active le système d'objectifs et de succès. Et c'est un peu ce que fait We're in Danger, donc ça me parle beaucoup plus que It's the Reich. It's the Reich qui va arriver en français bientôt, il faudra qu'on fasse une critique. Je sais pas si ce sera toi ou moi qui la fera, mais ça devrait On arriver. n'aura pas le même avis. Ah, peut-être pas. Ben, on pourra en parler dans le prochain journal. Tout à fait. Dernier jeu dont on va parler aujourd'hui, un jeu français, le seul jeu français, hein, je crois, ouais, dans la liste, c'est le seul jeu français que tu as lu aussi, donc on va pouvoir en discuter ensemble. Jeu de Tom Sagi, Tom Tourte, je sais pas comment on prononce, pourtant je le suis sur Blue Sky, mais le jeu s'appelle Section Recherche Artefact, un jeu qui se présente comme un jeu d'enquête horrifique en France, en mode émergent. Ça fait un peu Delta Green, le Delta Green français en quelque sorte, avec un système donc émergent, je le disais, très inspiré de Carved from Brindlewood. Alors, le système émergent, je pense il est très adapté à ce type d'enquête. Justement, les enquêtes tournent beaucoup autour d'objets particuliers qui ont des propriétés qu'ils ne devraient pas avoir. Ok, on pense sans doute aux artefacts résonnants de Liminal Horror, par exemple. Le système est expliqué de façon assez longue. Alors, je dis pas trop longue, hein, mais comme tous les systèmes émergents à la Brindlewood Bay, il faut expliquer les différentes phases qui se passent. Je pense que si on n'avait pas le système de Brindlewood Bay en tête, ça serait un petit peu plus difficile à comprendre. Mais au final, avec l'analogie, on comprend assez vite. Et surtout, il y a à la fin un paquet de scénarios, 9 scénarios qui explorent différentes facettes de cette société secrète, pseudo-gouvernementale qui essaye de dissimuler le paranormal en France. Moi, je suis curieux. Alors, j'ai toujours ce souci avec les jeux émergents, qui est que il y a le côté émergent qui est intéressant, qui est une motivation pour jouer le jeu, mais quand on regarde les scénarios, ça fait que les scénarios sont souvent un peu plats, parce qu'on ne veut pas trop donner pour laisser de la créativité à la table. J'ai trouvé le même problème. C'est pas un défaut que je reproche à ce jeu-là, hein. Je le trouve chez tous les jeux émergents, que ce soit Expédition Stratum, même les jeux de Jason Cordova. Je trouve que ce qui crée souvent l'intérêt, enfin pour moi en tout cas, c'est un point de vue personnel, dans Public Access, c'est The Big Man, en fait, c'est ce qui va autour des scénarios, mais les mystères en eux-mêmes, je les trouve souvent un peu plats, et c'est souvent un petit souci parce qu'on a tellement de jeux, enfin moi j'ai tellement de jeux auxquels je veux jouer, que quand je les lis, je cherche une surprise qui me motive à mettre ce jeu-là en haut de la pile des choses à faire, et dans les jeux émergents, j'ai souvent du mal à trouver cette surprise. Et c'est quelque chose que je retrouve ici. J'ai envie de le jouer, je le mets dans la liste des jeux à jouer, je l'ai proposé à ma table il y a 2 semaines. Ils ont voté pour autre chose, malheureusement. Mais je leur proposerai sans doute. Mais il y a pas encore cette étincelle qui fait que je me dis, ah, ce jeu, je veux absolument le jouer. Et pour moi, c'est lié au système émergent. Mais il faut, du coup, venir au jeu parce qu'on est intéressé par le système émergent plus que par le setting, je pense. Alors, toi, tu l'as lu aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. T'en as pensé Alors, quoi? moi, j'ai pas vraiment la même vision que toi. En fait, moi, je pense que ces jeux-là, donc tous les jeux émergents qui découlent généralement de Brindlewood Bay, tu y vas parce que la thématique t'intéresse. Donc typiquement, j'en ai testé pas mal, hein, que ce soit Brindlewood Bay lui-même, que ce soit The Between, que ce soit Public Access et encore d'autres. Aussi bien Brindlewood Bay, j'ai vraiment pas accroché avec la thématique. Donc jouer des petites mamies qui vont résoudre des enquêtes sur fond d'un complot, on va dire Toulouesque. Autant les deux autres, j'ai accroché. Et ici, typiquement, section recherche artefact, la thématique me plaît bien. J'ai pas lu les mystères, mais comme tu dis, ils sont plats, mais c'est à dessein en fait, parce que le relief arrive en jeu. Et donc, le but est de stimuler, dans ce genre de jeu, le but, c'est vraiment de stimuler, que le MJ soit aussi surpris que les joueurs avec les événements. En fait, c'est une boîte à outils pour moi, les jeux émergents. Vraiment, quand tu lis les mystères, tu vois, tu as des moments à cadrer, tu as des indices à donner, tu as des PNJ à exploiter, tu as des lieux à explorer, et tu as un pitch initial. Et c'est tout, en fait. Mais parfois, tu as une petite règle ou deux qui viennent s'ajouter, mais c'est vraiment un truc qui prend vie. Et donc,
le seul attrait que tu peux avoir pour ces jeux-là, c'est la thématique. Parce que les mystères, en fait, t'as aucune idée de comment ils vont évoluer. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Alors, tu le dis mieux que moi, du coup. Parce que dans ce jeu-là, par exemple, je trouve la thématique bien développée, la proposition est bien développée pour un jeu qui, je pense, je le mettrais dans la catégorie amateur. Je ne connais pas Tom Saget, mais Tom Saget, je ne sais même pas comment on prononce son nom. Désolé si je l'écorche. Mais je trouve que c'est très bien fait pour un jeu de ce calibre-là. Hein. Mais c'est peut-être, tu vois, dans Public Access, l'approche années 80, j'ai accroché. Dans Brindlewood Bay, moi, le principe des grands-mères, j'ai accroché aussi, ça me donne envie. Dans Expédition Substratum, le principe expédition scientifique, pareil, j'ai accroché. Et là, alors que je suis vraiment le type de GM ou de joueur à jouer du Delta Green, à jouer ce genre d'histoire, vu que l'univers, le setting, enfin, c'est le setting, c'est le monde réel, mais la thématique est en fait assez, comment dire, passive. Hein. C'est pas tape à l'œil, hein, d'accord. Et c'est volontaire. Bah, j'ai du mal à trouver dans les scénarios cet attrait au-delà du fait de jouer quelque chose d'émergent. Et pourtant, je pense que les scénarios sont bien, sont bons. J'avoue que je les ai pas lus. Parce que généralement, je lis les mystères que quand... Enfin, j'en regarde un pour voir si la structure est complète, pour me faire une idée du jeu, mais je vais pas plus loin, parce que, voilà, c'est pas très révélateur. Je ferai peut-être une parenthèse justement par rapport à ça et un autre jeu après. Maintenant, c'est un jeu qui peut être du Delta Green comme du Triangle Agency. Ça peut évoluer dans les deux directions en fonction de comment tes joueurs vont le faire et comment toi tu vas présenter le jeu, comment tout va être amené. Ça peut être de la comédie comme ça peut être un truc glauque et horreur, oppressant en fait. C'est un jeu où on ne te donne pas le ton, enfin on te donne des idées du ton, mais les scénarios que tu vas avoir, les mystères que tu vas choisir et la façon dont les gens vont se l'approprier en cherchant d'une façon ou d'une autre, en interagissant d'une façon ou d'une autre, vont amener un ton spécifique. Moi, je trouve que c'est très riche parce que toi, tu es surpris, mais en même temps, c'est très déstabilisant parce que tu sais pas où tu vas. Et voilà, tu as besoin de ça. Enfin, certains, moi, j'ai pas besoin, mais tu as besoin parfois de savoir où tu vas avant de lancer un jeu. Bah, il faut l'identifier ensemble dans le groupe, en amont, en session 0 ou par la discussion. Bref, dans tous les cas, c'est un jeu, voilà, un jeu français, plutôt bien fait. Si vous voulez jouer de l'émergent en mode enquête occulte. Le côté horrifique, je l'ai moins vu personnellement, mais il y a pas mal de façons de le développer aussi. Allez jeter un coup d'œil, je crois que c'est sur Itch.io, c'est ça. J'ai dû le trouver sur Itch.io. Et puis l'auteur est très accessible et très actif sur Blue Sky. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Il y avait d'autres jeux dont tu voulais parler? Non, moi c'est bon. Je pense qu'un jour je ferai, avec tout ce qu'on vient de dire, je ferai une sorte de passage en vue de tous les jeux Car from Brindlewood qui existent, parce qu'il y a énormément de thématiques différentes, mais ça viendra plus tard. Mais ça, tu peux peut-être faire une vraie vidéo à part, pas besoin de le Tout à faire dans un fait. journal. Ouais, il y a tellement de jeux dont on aimerait parler que parfois il va falloir faire oui, 5 jeux pour jouer de l'horreur contemporaine. Ouais. D'accord. Et ben on approche de la fin de ce journal. Qu'est-ce qui arrive en termes de critique de ton côté? Est-ce que tu as déjà fait une liste A ou priori, il y aura sûrement du Legend in the Mist, il y aura sûrement du Public Access, vu le financement qui est en cours. Et après, je me demande en fait si je vais parler de Public Access tout seul ou si je vais parler dans l'écosystème Car from Brindlewood. Parce que donc Brindlewood Bay est sorti en français, une deuxième version plus officielle il n'y a pas très très longtemps, et ils ont sorti pas mal de matériel supplémentaire, hein, des mystères typiquement et de quoi jouer en France. Et ça, même si j'ai du mal à passer le pas, hein, jouer les petites vieilles qui enquêtent, ça m'a donné envie de lui redonner une deuxième chance, d'en parler, de le tester, de voir comment tout ça s'imbrique. Et vu tous les jeux qui sont en train de naître depuis quelques années là-dessus et qui se développent encore maintenant, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Peut-être pas sur le fond du système ou comment fonctionne l'émergence, mais plutôt dans les différentes propositions et comment elles sont déclinées.
Ouais. Alors, moi, je serais d'avis, enfin, tu fais ce que tu veux après, hein, mais Public Access mérite une vidéo à part, il y a tellement de choses à dire. Et après, il y a une ou deux ou trois vidéos sur tout ce qui est Carved from Biddlewood. Et puis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux dont il faudrait parler. Mais bon, c'est toi qui vois. Pas de vidéo sur Otherscape? Parce que pareil, ça va sortir en français dans les mois qui viennent, hein. Alors, Otherscape, je l'ai bien poncé de mon côté. Mhm. Peut-être que j'en parlerai, je ferai peut-être un petit encart dans la vidéo de Legends in the Mist parce que il y a très peu de différence entre les deux. Enfin, il y en a et elles sont pertinentes, mais globalement, voilà, je vais dire la même chose à 80% en dehors de la thématique et de petits ajustements mécaniques. Je pense pas que je ferai une vidéo propre pour Otherscape. Ok, ok. De mon côté, alors j'ai toujours une liste. J'ai une liste, je crois, de 20 titres dont j'aimerais parler, mais dans ce que je vais mettre en priorité, Chronique oubliée contemporain V2, enfin, alors, ça fait un moment que je la retarde cette vidéo, je pense que certains peuvent deviner pourquoi. MK Pharmacos, sans doute une vidéo séparée. Euh, Dark Space, du coup, je suis en train de le tester là. Je vais faire une vidéo dessus, notamment pour le placer, pour le positionner par rapport aux autres OSR SF. Je sais pas si. Je me dis, si je fais Dark Space, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une vidéo sur Mothership avant, qui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, mais il n'a pas encore été annoncé en français, donc je ne sais pas. Et puis après, il y a des tas d'autres jeux, Historic Arcanum, Corico en solo, Coriolis ou Pirateborg, je ne sais pas. Mais c'est des jeux qui vont arriver bientôt. Un post-mortem, je le disais, sur Les Encagés ou Farce Macabre. Et puis, je suis en train de préparer le prochain débat. Donc, je pense qu'on va faire tous les 2 mois un petit journal. Donc, un mois petit journal et puis un mois débat. Comme ça, à la fin de chaque mois, vous aurez une vidéo un peu particulière. Et je suis en train de préparer le débat sur la critique de JDR, du coup. Parfait. Voilà. On n'est pas loin des 2 heures. Pas tout à fait, mais pas trop loin non plus. Merci à vous si vous êtes arrivés jusque-là. Et puis, on vous dit à très bientôt pour des critiques et d'autres vidéos sur One Shot, j'imagine. Tout à fait. Eh ben, merci à tous et à toutes. Et un bon visionnage à vous, hein, des futures critiques qui vont arriver. Mhm. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.